Je suis Simon Brière, je suis stratège de marché principal chez R.J. O'Brien Canada et on écoute les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, Christian Dionne des podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, je vais vous parler du référencement. Ben oui. Apple et Spotify, allez donner une belle note de 5 étoiles au moins. Et aussi pour ceux qui en veulent un peu plus, le Patreon à 4$ par mois, patreon.com/podcast agricole au pluriel pour des exclusivités exclusives. J'ai eu une pause, mettons, d'enregistrement. Un peu involontaire, j'avais pas mal d'ouvrages, puis souvent le soir, j'étais fatigué. Fait que là, on recommence aujourd'hui, enfin. Je suis avec Simon Brière de R.J. O'Brien. Salut Simon. Salut. Ça va bien? Super bien, merci de m'inviter. Ça fait une secousse qu'on se connaît, Simon. Avec Jean-Philippe Boucher, surtout, entre autres, là, puis on s'est connus via Twitter principalement. C'est vrai. Et puis, tu sais, tu connais un peu la formule des podcasts. Moi, ce que j'aime, c'est de faire découvrir du monde. Je sais que tu travailles avec la bourse. Je t'ai pas invité pour que tu viennes nous expliquer des trucs de bourse à faire de même. Tu as un métier au travers de ça. C'est ça, c'est là-dedans qu'on va aller naviguer un peu. Et puis un peu, qu'est-ce que R.J. O'Brien, ça fait, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, puis quel âge que ça a, parce que c'est pas jeune, ça, R.J. O'Brien. Non. Fait qu'on va en reparler aussi. Et puis moi, j'aime ça commencer. Tu vas nous parler un peu de ta jeunesse, vite, puis tes études. Oui. Parce qu'on est surtout là pour te découvrir, toi. OK. Puis je pense qu'il y a un de mes premiers Montréalais de Montréal. C'est vrai? Hey, en plein cœur du plateau, toi. Ah ouais? On va te parler d'agriculture. On va te gérer ça, nous autres. le cœur de l'île au génie. Ben oui, vraiment. On va te mettre des sens uniques partout. On va parler de vélo. Puis on va te gérer la campagne en plein milieu de la ville. Yes, sir. Ben non, quand même. Mais c'est vrai. Montréalais depuis... Mais j'ai pas grandi, par exemple, à Montréal. Okay. Je suis né sur la Rive-Nord. Okay. Petite couronne nord. Fait que, dans le fond, mon background, il est pas agricole. Moi, je suis un gars de la banlieue avec la headset, la game de hockey dans la rue. Avec les ticus, la banlieue, là, comme tu te fermes les yeux, tu t'imagines banlieue, c'est là que j'ai grandi. Tu es arrivé un peu dans le domaine agricole, un peu par hasard, mais tu sais, t'es dans le milieu agricole, puis pas en même temps. Tu sais, c'est... Un peu, ouais, comme entre deux chaises, OK? Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, dans le fond, moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Mon background, je suis plus un fils TQ monoparental. Okay? On est 3 frères et sœurs. Ensuite de ça, mes parents se sont remariés. Ils n'ont pas été mariés légalement, mais ils sont ensemble depuis longtemps. Ma mère puis je l'appelle quasiment mon père, même s'il n'est pas réellement mon père. Fait que famille reconstituée, on est 6 frères et sœurs, puis il y a des TQ partout aujourd'hui. Moi, je suis plus jeune du côté de ma mère. On a tous à peu près la même âge, on a tous entre 35 et 40 ans environ, les 6. Fait que mon background il est vraiment ça. Je me définis plus comme un TQ de mère monoparentale qui éventuellement s'est fait un chum, famille reconstituée. Ça, c'est un peu le milieu de vie, le nid familial, si tu veux. Puis, enfance, c'est... Je ne vais pas dire sans histoire, mais assez commune. Je pense que joueur de hockey, j'étais quand même bon. Je n'ai pas fait de la Ligue nationale, évidemment, là, mais tu sais, quand on allait jouer au hockey, mais on était toujours des meilleurs calibres. Tu sais, 2A pas mal tous les années. Fait que, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore de même, mais des 2A, 3A, bantam, midget. En tout cas, j'ai toujours été évolué dans le milieu d'hockey sportif, quand même assez compétition, école secondaire, cégep, tu sais, vraiment comme standard. Tu sais, fini secondaire 5, fait 2 ans de cégep après ça, mais décidé d'aller à l'université à Montréal. Et c'est là que je suis devenu Montréalais.
J'ai quitté la maison, je pense que j'avais 18-19 ans. J'avais envie de cette expérience là, d'aller sur le campus, là, puis faire des nouveaux chums, changer de gang un peu. J'avais pas envie d'aller à l'université en habitant dans le sous-sol de chez maman. Fait que j'avais envie de vivre cette vie un peu plus universitaire, d'avoir un appart déglingué, des colocs, de la vaisselle qui traîne, puis bon, ça a été ça. Se faire un meuble de TV avec des caisses de bière vides? À peu près ça. On jouait vraiment à Jenga, OK? Jenga avec la vaisselle ou Jenga avec les poubelles. Ça, c'était classique. C'est qui? Comment tu es capable de remplir la poubelle là, le plus possible sans que ça déboule. Puis si ça déboule, il fallait que tu ramasses. C'est-tu merveilleux quand ta mère n'est pas là pour te dire quoi faire? Hein? Là, tu peux faire des expériences en maudit. Oui, on fait des expériences. Oui, mais justement, c'est ça que c'est avec ces expériences-là que tu pognes un peu de maturité. Parce qu'au début, c'est drôle, mais à un moment donné, à force de vivre dans une soue à cochon, tu fais comme, ouais, finalement, pas si hot que ça. Fait que là, tu apprends. Donne une coupe de coups de pied dans le cul, puis tu arrives à te ramasser un peu plus. Fait que sinon, mais tu sais, quand tu es toujours avec la petite cuillère d'argent dans la bouche là, chez tes parents, c'est pas là que tu apprends à te débrouiller puis à te démarder par toi-même. Fait que, grandi un peu de même dans un modèle monoparental, je joue au hockey, quand même assez sportif, université. Puis là, ben, mon background, justement, il est devenu plus financier qu'agricole. Okay? Fait que là, d'où comment je suis un peu tombé là-dedans dans tout ce qui est bourse. De laquelle université? Moi, je suis allé au HEC, Hautes études commerciales à Montréal. Okay. Qui est la branche business, si tu veux, des affaires de l'Université de Montréal. OK, de l'Université de Montréal. Ouais. Et pas l'UQAM, c'est l'Université de Montréal. Ouais, Université de Montréal, UQAM, c'est deux universités différentes. Moi, je suis plus dans le réseau de l'Université de Montréal. Puis à l'intérieur de ça, mais tu as différentes facultés. Celle qui est administration des affaires. Il y a, je pense, une entité vraiment un peu séparée, les HEC Montréal, hautes études commerciales. Fait que j'ai fait mon bac là, universitaire là. Et puis, ça m'a amené quand même beaucoup de connaissances. J'ai voyagé à travers ça. J'ai été étudié en Suède pendant quasiment un an. Approfondi des concepts d'économie, de management, puis un petit peu plus d'ouverture sur le monde pour rester toujours fermé sur soi ici. Fait que j'avais envie d'aller voir ça. Fait que là-bas, en Suède, j'imagine que tu as appris à compter suédois. Oui. Ben, non, c'est super compliqué comme langue, hein? Pas probable, là. Très, très beau peuple, par exemple. C'était le fun. Mais écoute, c'est flic-flic-flic-flic-flic-flic. Tu sais, nous, ça a été hyper compliqué à apprendre. Fait qu'on. Mais eux autres, ils parlent assez bien anglais, je pense, là-bas. Ah oui, là. Oui, ils sont absolument. parfaitement bilingues ou... Honnêtement, je pense que oui. Toutes les fois qu'on a eu besoin de parler, puis on était dans le sud de la Suède, dans une ville universitaire qui s'appelle Lund, L-U-N-D, qui est finalement juste de l'autre côté de Copenhague. Tu as le Danemark, la capitale de Copenhague, juste de l'autre bord du pont. Tu arrives à une ville, Malmö, Lund, puis c'est vraiment dans le sud-sud. Fait que, on n'est pas... C'était quand même une couple d'heures de train de Stockholm, la capitale. OK. Tu étais plus proche de Copenhague que de Stockholm. OK. Ouais. Si, mettons, on voulait, quand on arrivait, on débarquait avec nos bagages, mais on débarquait à Copenhague et non à Stockholm. Ah, ouais? C'est aussi proche que ça. C'est genre Montréal puis Laval. Tu traverses le pont puis t'arrives. Ah, crime. OK, c'est pas pire. J'exagère, mais c'est comme une demi-heure de train là, entre les deux. De mémoire, là, c'était pas si long que ça. Ah, OK. Ouais. Fait que ça c'était une super belle expérience. Puis oui, le barrière linguistique était quand même. Mais on se promenait n'importe où dans la ville, qui était quand même une petite ville, qui était la seule chose qu'il y avait là, c'était vraiment l'université. Que ce soit n'importe où qu'on allait, dans n'importe quel petit commerce, ben, on parlait anglais comme si on était quasiment aux États-Unis ou en Ontario. Puis il n'y avait quasiment pas de barrière linguistique quand on prenait l'anglais. Fait que pour ça, c'est quand même... C'était faisable. On n'a pas besoin d'apprendre une langue complètement différente pour aller là. Les cours à l'université, c'était en anglais aussi. Surtout que si tu apprends le suédois, rien qu'en Suède que tu vas le parler, là. Mais si tu voyages, quand même, ouais. Si tu voyages ailleurs, ça ne te servira pas bien. C'est un peu à partie plate, là, mais... C'est vrai. Ouais, t'as absolument raison. Ouais. Puis, t'as passé combien de temps là-bas déjà? Quasiment un an. Quasiment un an? Ouais. Ça ressemble à quoi l'hiver? Là-bas? Où est-ce qu'on était dans le sud? C'était un froid. OK? Il faisait froid, mais pas nécessairement sur le mercure. Tu sais, il faisait peut-être -5, mais c'était humide. C'est un genre de froid qui te rentrait dedans. Parce que veux pas. Ouais. Le Danemark, la Suède, t'as une mer entre les deux. Là. Ouais. Fait que même si c'est proche, t'as des îles, mais
c'est sûr que ça doit ramasser de l'humidité. Peut-être dans le Gulf, j'imagine que le Gulf Stream, il pousse vers là. Fait que, il ramasse de l'humidité puis il pousse ça sur la ville. Oui. Fait que, mais il n'y a pas beaucoup de neige. Dans le nord, oui. Là, si on était rendu à Stockholm, puis là, c'est très nordique, puis il y a de la neige partout, puis c'est très hivernal. Mais dans le sud, c'était froid. Les accumulations de neige, il y en avait très peu. À un moment donné, il a neigé quelques fois, mais ça restait peut-être... je pense que la plus grosse tempête de neige qui est tombée, c'était 6 pouces, puis ça a duré 2 semaines avant que ça fonde. T'sais, on a fait des bonhommes de neige, c'était drôle, puis c'était pas le même hiver qu'ici, où on a des bancs de neige, puis qu'on sait plus quoi faire, comment les souffler, le pousser, puis le pitcher, puis déneiger et toi. Il n'y a pas ça. Où est-ce que j'étais? Il n'y avait pas ça pendant tout. OK. Mais on était quand même assez haut. Ce qui faisait en sorte que l'été, le soleil se couchait à 10-11 heures. Il y avait encore une sorte de pénombre. Il était quasiment rendu minuit. Puis à 3-4 heures du matin, ça repartait. Fait que, on était dans ce... Ouais, mais t'approches du cercle arctique, veux pas, haut de même. Ouais. Là. Fait que, il fait clair longtemps en été. Il fait clair longtemps en d'été, noir il longtemps fait noir l'hiver. longtemps. L'hiver, c'était noir. Tu sais, je veux dire, tu te lèves, il fait noir. Tu arrives à l'école, il fait noir. Tu pars de l'école, il fait noir. Mais tu sais, encore plus serré qu'ici au Québec. Tu sais. Oh, oui. C'était, ça m'avait surpris. Ça m'avait quand même donné les blues à un moment donné. Là, en décembre, janvier. Tu dis, non, fait donc bien noir ici. Là, fait que, Non, c'est ça. Ouais. Non, ça doit jouer un peu du moral. Veux pas, tu sais. Ouais. Il fait tout le temps noir. Là. ouais. On sortait le soir d'un bar. Fait que, on se remontait le moral de cette manière-là. Tu sais, des années étudiantes. Hein, fait que, Bon, oui. ouais. Puis, les Suédoises. Sais-tu, toute l'image qu'on a sont toutes blondes, sont toutes belles ou. Oui. Ouais, OK, c'est beau. Oui. Et c'est pas une joke. Moi, ça m'a vraiment surpris. Ils sont toutes blondes, puis sont comme toutes cute. OK. Ça m'a surpris. Je veux pas avoir l'air non plus, colon en disant ah, ouais, mais c'est vrai. Quand je suis arrivé là, Danemark aussi, les Danoises, moi, j'ai eu les yeux grands ouverts pendant un an. Je me revirais des fois. J'ai dit, oh, ouais, non, Simon, non, calme-toi. Hein. Mais non, c'est super beau peuple. Essayez de le dire de manière polie. Là. OK. Ouais, bien trippé. Parce que je sais que les Suédois, les gars, Ouais. ils ont l'habitude de se donner des becs, là. Quand ils se voient. Ah oui. Le club européen, je te Européen, dirais. peut-être, oui. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Les Suédois, en fait, j'avais trouvé que. OK, puis peut-être que je généralise. C'est un échantillon de petits cubrières qui était là pendant un an. J'avais 22 ans, tu sais. Fait que je me qualifie pas comme un grand spécialiste du peuple, puis tu sais, je veux pas non plus aller... Ça fait 15 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça, mais... Tu regardes ça de même, là. Non, mais c'est ça. Des fois, j'ai l'impression que c'était hier, mais comme ça fait 15 ans déjà à faire... Tu sais, ça va vite. Ça me fait réaliser que ça va vite. Tu claques des doigts, puis ça fait 15 ans que tu fais le même métier, puis tu l'as pas vu passer le temps, tu sais. Ouais. Fait que ça, les Suédois, ils étaient très réservés. Quand tu allais à l'école, ils sont assez à leur affaire. Pas trop bavards quand même, mais le soir, avec une bière... On dirait que c'est le côté viking qui ressortait. OK. Ouais, et ça ressortait, là, puis là, ça jasait plus fort, puis c'était rendu beaucoup plus amical, puis ça venait bien de chummer. Mais avant de te rendre à ce point-là, il y avait peut-être un peu plus fermé, un peu plus gêné, ou c'est peut-être parce qu'on est des étrangers que c'était moins facile l'approche, mais le soir, là, on dirait que c'était très viking. Là, on se faisait des santés avec des verres de bière, puis moi, j'avais trouvé ça super le fun de les découvrir d'une autre manière que dans un cadre académique très stérile. Là, OK. Je trouvais ça le fun comme découverte par rapport à l'autre. Puis eux autres, c'est principalement de la bière qu'ils boivent ou. Oui, beaucoup. Ouais. Oui. Dans leur SAQ, parce qu'eux autres aussi, ils ont un système gouvernemental, le système Bulaget, c'est leur SAQ. Fait que tu rentres là, puis il y avait beaucoup... il y avait quand même beaucoup de bière, c'est vrai. T'étais pas très vin. Je pense que les peuples nordiques sont plus bière que vin. Et tu parles des fois les Italiens ou dans le sud de la France, beaucoup plus vin que bière. On dirait qu'eux, c'est plus... c'est des généralisations. Hein? Dans le sud de l'Europe, c'est peut-être vin puis huile d'olive. Dans le nord, c'est plus nordique, c'est plus bière puis du beurre. OK.
Si j'étais à faire des drôles de parallèles, là, je mettrais les deux ensemble. Tu bois du vin avec de l'huile d'olive ou tu bois de la bière avec du beurre. C'est une pas belle image, une belle image. C'est des choix un peu alimentaires différents. C'est pas que c'est moins raffiné, c'est juste plus consistant, on dirait, pour passer l'hiver. Puis, t'as-tu visité pas mal de pays? As-tu été faire du ski, par exemple? Ou, je sais pas si t'en fais, là, mais... On a fait du ski plus au nord, mais j'en ai profité pour voyager beaucoup, évidemment. Le système scolaire là-bas était très différent. J'avais beaucoup de temps. OK? Ici, on est habitué au système scolaire. Tu sais, à l'université, tu as un lundi, tu as un mardi, tu as un mercredi, tu as le même horaire, ton horaire du lundi, ton horaire du mardi. Tes journées sont cordées, tu as tel cours, telle journée. C'est planifié. Là-bas, l'horaire, et je ne sais pas si c'était parce que c'était un programme international, des étudiants étrangers, ou c'est eux autres aussi, c'était comme ça, mais je pense que c'est comme ça. J'avais un cours le 4 janvier. Après ça, ça tombait au 20 janvier. J'avais après ça le 3-4. Fait que, j'avais des dates, mais j'avais pas un horaire fixe du lundi, du mardi. Puis à chaque semaine, copier-coller jusqu'à temps que tu arrives à la fin de ton semestre. C'est-tu parce que tu avais beaucoup de travaux à faire entre tes journées de cours? Non, pas en tout. C'est ça l'affaire. Puis en plus, ils ont décidé de séparer des sessions en deux. Fait que tu avais comme 2 cours en même temps. Pas plus. C'est pas beaucoup 2 cours. Tu es habitué à 4-5 au HEC, puis tu en as jusqu'ici par-dessus la tête. Puis là, tu te dis, ben attends, OK. Là, tu regardais ton horaire. Là. Tu as un cours le 7-8 février. Puis après ça, tu as 2 semaines que tu n'as quasiment rien. Tu as un petit cours entre les deux. Fait que tu te dis, si je manque ce cours-là, je pourrais vraiment partir 3 semaines, puis j'ai rien manqué, en fait. Fait que j'ai voyagé beaucoup. J'en ai profité pour aller en Espagne, au Portugal. Les systèmes aériens, c'était vraiment pas cher. Tu sais, les Ryanair, EasyJet, j'ai acheté des billets d'avion pour 25$. L'équivalent d'un billet de Boss Montréal-Québec, là, mais c'est la même affaire, si on prenait l'avion puis qu'on allait dans un autre pays d'Europe, puis on se promenait en train, puis sur le pouce, whatever. J'étais un étudiant, il n'y a pas d'une famille aisée. Là. Non. C'était très, très, très modeste. Là. Fait qu'on s'arrangeait avec les moyens du bord, puis on a voyagé beaucoup. Écoute, je pense que j'ai fait quasiment tous les pays de l'Union européenne. À la manière étudiante, c'est-à-dire des fois 3-4 jours dans une ville, on flippe, on s'en va ailleurs. Ça a été des voyages différents d'aujourd'hui. Disons, aujourd'hui, je préfère aller voir une ville ou je ne dirais pas un pays au complet, mais plus aller s'écraser, puis rester là, profiter, voir comment ça marche. Tandis qu'il y a 15-20 ans, plus jeune adulte, vite, il faut qu'on aille voir ça. Voici la liste de choses qu'on veut faire, qu'on veut voir. Clac, 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 clac. Tu sais, la bucket list, là, on te l'a gonné, puis là, c'est bon, on l'a fait. Mais après ça, tu te dis, j'ai-tu vraiment visité Amsterdam ou j'ai juste été faire les choses, les attraits touristiques, puis on change de ville, on s'en va en Belgique, tu sais. Okay. Fait que, j'en ai profité pour voyager quand même vraiment beaucoup. Puis j'en tire quand même des super bons souvenirs. J'ai encore des amis de là-bas, des gens qu'on a rencontrés dans le programme étudiant international. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se parle beaucoup moins, mais j'ai encore beaucoup de contacts avec peut-être une quinzaine de gars et de filles qui étaient dans la même résidence en Suède ensemble. Ben, c'est sûr qu'avec un Facebook et Twitter, j'imagine s'il y a du monde là-dessus, c'est plus facile de se garder en contact. Là, oui, on s'écrit pas des lettres puis on met 3-4 thèmes dessus. Là. Non. Non, ça, c'est pas mal archaïque. Là. C'est fini, ça. C'est pas mal fini, oui. Ouais. Puis ça, quand tu as un programme d'études comme ça, as-tu une bourse, mettons, que le Canada te donne, mettons, pour ça? Ou c'est toi qui as été de ton plein gré puis avec tes propres moyens? De mon plein gré, de mes propres moyens, oui, il y a des bourses qui existent. OK? Je vais parler de mon parcours, parce que moi, je n'ai pas eu. En fait, c'était quand même assez accessible parce que tes frais de scolarité, tu payes ta session au HEC Montréal. Tu ne vas pas aller payer les frais d'une autre université. Fait que, dans le fond, c'est OK, tu es allé là-bas en passant par l'Université de Montréal. Ouais, exactement. En passant par l'Université de Montréal, tu as un programme d'échange étudiant. Tu peux aller comme peaufiner tes connaissances ailleurs. Puis, ça fait en sorte que tes frais de scolarité, c'est les mêmes que tu avais en première, en deuxième, en troisième année. Fait que c'est, dans le fond, au niveau de combien ça te coûte, si tu veux poser la question, ça coûte un peu la même affaire que si tu étais ici.
Ah. Ensuite de ça, tu dis, ben OK, ben manger à Montréal ou manger en Suède, quand même moi qui fais mon épicerie. Fait que ça change pas grand-chose. Le coût de la vie là-bas était un peu plus élevé quand même, mais pas, tu sais, pas 3 fois le coût de la vie comme à Genève, en Suisse, ou à certaines parties en Norvège, à Oslo. Ça m'a coûté, je pense, un petit déjeuner. C'était comme 40-50 pièces, puis tu avais un jus d'orange puis un petit croissant de la veille. Tu sais, c'est comme, OK, ça j'aurais pas été capable, évidemment. Là. Mais pour s'organiser là-bas, avec un budget étudiant, mais tu payais tes frais de scolarité ici à Montréal. Ensuite de ça, tu avais ton épicerie, que je la fasse à Montréal, que je la fasse là-bas, c'est la même affaire. Ma résidence ou mon appart, que je le paye ici ou que je le paye là-bas, ça revenait au même. Fait qu'en réalité, le différentiel, bon, c'est quoi le coût de la vie si je reste à Montréal ou c'est quoi le coût de la vie si je m'en vais étudier un an ailleurs? À la fin de l'année, la même affaire. OK. Fait que ça demeurait très accessible. Ah, OK. Mais c'est quand même le fun, d'aller visiter un pays, de vivre une autre expérience, là. Ben oui. C'est vraiment capotant, là. C'est capotant parce que tu te dis dans ta vie, quand est-ce que tu vas avoir une occasion comme ça qui va se représenter? Jamais. Tu tombes sur le marché du travail, tu vas-tu prendre une année sabbatique? Bon, c'est pas que c'est impossible, mais en réalité, c'est pas toujours faisable. Puis là, tu connais pas la vie, tu as 22 ans, tu sais-tu, tu vas peut-être avoir des enfants à un moment donné. Là. Tu vas faire quoi? Tu as une job, des enfants, une hypothèque, une maison ici. Salut, chérie, moi je m'en vais un an pour le fun comme ça. Fait que non, c'est ça, ça fait partie des expériences pour moi qui sont des expériences de jeunesse. Ben oui. C'est super enrichissant, mais tu as un moment pour le faire. Puis c'est le fun de le faire pour pas avoir des regrets. Éventuellement, tu dis, ah, Chris, j'aurais dû. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai 37 ans. J'aurais donc bien aimé ça, voyager un an, faire des études ailleurs. Mais là, tu t'es pogné dans le cycle de la vie puis t'arrives pas à le faire. T'sais. C'est ça, t'as comme le pied dans le piège à ours, là. Fait que... Oui, exact. Imagine, tu sais, que tu parles de comment que ça marche l'école là-bas, une journée d'école une fois de temps en temps. Un Suédois, un ou une, peu importe, là, qui arrive à Montréal, qui voit son horaire cordé au corps de taux, et les autres doivent trouver ça raide dans ta barouette, là, tu sais. Et j'en connais pas beaucoup, mais c'est sûr qu'ils doivent trouver ça raide. Puis l'école là-bas, c'est bien différent. Hein? Les compétences, comment tu veux les évaluer, comment tu vas vouloir apprendre la matière. Ils ont un système qui est quand même similaire aux nôtres. Tu sais, une société quand même où tu vas avoir beaucoup d'impôts, mais tu as un système de santé, tu as un système d'éducation. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses de parallèles entre Québec, Canada puis la Suède. Mais c'est sûr que nous, on est un petit peu plus cordés du lundi au vendredi, le 9 à 5, si tu veux, puis c'est de même ça marche. Tandis que les autres, c'est un petit peu plus, on apprend pour développer des compétences et non juste avoir des petits bulletins à la fin de la... Fait que oui, il y a quand même des grosses différences. Quelqu'un qui viendrait ici, il doit être... c'est non bien rigide comme horaire. Ben, puis vois-tu, je regarde ça d'un autre côté. Chaque étudiant, dans le fond, c'est un horaire un peu comme toi t'avais. Ils ont le temps de travailler. Là-bas, ben oui. Ben oui, c'est sûr. Oui. Fait que, tu sais, pas une journée de même de temps en temps qui va bousculer ta job, là. Non. Tu ne pourras pas avoir un job à temps plein puis étudier à temps plein. Ça ne marchera pas, là. C'est tough. Je l'ai fait ici, au Québec. Oui, c'est ça. Mais tu sais, n'importe qui pourrait quasiment faire l'université arrangée de même, là-bas. Oui. Ce serait-tu quelque chose qui serait exportable ici? Tu sais, ce modèle-là? Écoute, on jase, là. On jase. Pourquoi pas? Je veux dire, sauf que c'est un ministère à bouger, cette affaire-là. Là. Refondre l'éducation. Peut-être on va pouvoir aussi refondre le système de santé si tu me laisses aller là-dedans. Mais je pense que oui. Je pense que c'est un peu ça. Des fois, tu veux t'inspirer de ce que tu vois ailleurs dans le monde pour essayer de prendre les bons éléments puis de voir si on peut les appliquer ici. Si un bac ici te prend 3 ans à faire, ça prend combien de temps à faire là-bas? Ça prendra pas 3 ans. Ça va prendre bien plus que 3 ans. Bonne question. Moi, j'ai fait des cours de concentration là-bas. Fait que je reviens. Moi, j'ai un bac. J'ai pas de maîtrise ou un PhD. Je suis revenu avec mon bac ici de l'Université de Montréal. Mais honnêtement, avoir le système là-bas,
Comment on peut le comparer ici? Oui, il y a des grandes différences, mais quand même beaucoup de similitudes. Ça va être essentiellement pareil. Ça ne prend pas 10 ans à graduer là-bas. Là. Ils le font d'une manière différente, un peu à leur rythme, comment ils font. T'sais, moi, j'avais 4 cours là-bas, puis ça m'en a crédité 6. Fait que, je ne sais pas exactement comment ils vont le faire, mais ça ne va pas prendre 3 fois le temps parce qu'il y a moins de cours. Je pense qu'il y a moins de charges. C'est un peu le même, tu sais, des fois, les gens qui disent on va travailler 4 jours à la place de 5, puis on va voir, ça va bien aller. J'ai l'impression qu'ils font un peu ça là-bas. Ils ont peut-être plus d'éléments sociaux. Okay. Puis ils arrivent à générer quand même de la croissance. Puis, la vie là-bas était bonne. C'était bien de vivre là-bas. Il n'y avait pas d'austérité. Les gens sont heureux, sont gentils. C'était pas... il y avait certains endroits dans les villes où il y avait comme dans n'importe où dans le monde, qui est plus des quartiers un peu plus chauds. Mais moi, à l'époque que j'étais là, il y a une quinzaine d'années, c'était fantastique comme société pour aller vivre là pendant un an, puis apprendre, puis d'aller à l'école. Ah non, alors je suis convaincu que c'est la plus belle expérience que tu ne vas pas vivre. Là. Oui. Si on revient à tes études au HEC, oui. Est-ce que le HEC, c'est une affaire ou tu as plusieurs branches dedans? OK. Tu rentres au HEC, puis ce qu'il y a, c'est un tronc commun. Okay? Tout le monde fait un peu le même programme en première année. Tu vas toucher à peu près tout. Tu vas toucher à de la comptabilité, de la gestion d'opérations, de la finance, des ressources humaines, tout ce qui fait partie de l'administration des affaires. Okay. Qu'est-ce que tu as dans une compagnie? Tu as tous ces programmes-là. Tu vas y toucher un peu à tout. Puis rendu à ta deuxième, troisième année, ben là, tu fais un peu un choix. Tu vas rentrer dans une branche plus qu'un autre. Tu vas rentrer plus en comptabilité ou plus en ressources humaines. Moi, j'ai pris une branche de finance. OK. Ouais. Qui englobait pas mal n'importe quoi, là. Autant la bourse que plus bourse, OK? Parce que si tu voulais avoir les autres études commerciales, ça reste que c'est quand même dans des nuances de finance. Je veux dire, non, je ne suis pas en finance, je suis en comptabilité. Ouais, OK, bon, on joue, mais non, il y a quand même des grandes différences. Fait que, moi, dans ma branche de finance, c'était une finance de marché. De la bourse, des taux de change, des choses qui bougent à chaque jour. J'étais moins dans les états financiers. Okay. Je suis capable de les comprendre, les utiliser, les exprimer, mais analyser puis faire des états financiers, c'est très comptabilité. Tu vas avoir un titre comptable. Tu vas être comptable agréé ou CPA. Tu vas avoir un ordre professionnel en finance. Et là, c'est moi qui parle. J'ai toujours trouvé qu'en finance, on joue à la game, puis en comptabilité, tu gardes le score. OK. Fait que, il y a comme un élément, puis c'est moi qui parle, tu sais. Comptable dirait, hey, non, mais je dis, non. Non, c'est vrai que la comptabilité, eux autres, ils prennent la fin d'année, mettons, là, puis, tu sais, ils prennent les chiffres qui ont été faits. C'est ça. Tandis que toi, c'est ça. Tu joues à la game, là. Ouais. Un comptable, il est by the book. Okay, t'as ça va là à telle place, puis je peux calculer tes affaires, puis tes ratios, puis c'est by the book, c'est très square. Tandis que la finance, c'est un élément que j'ai toujours trouvé qui est créatif. C'est là que je veux aller. Comment je fais pour aller là? De quel chemin? Comment j'y vais? Puis là, tu commences à tomber dans des résolutions de problèmes. Puis comment tu peux aller faire pour défaire ça? Fait que je trouvais que c'était très créatif. Puis ça venait jouer sur un élément du gros système D, là, de la débrouillardise. Comment je fais pour arriver à mon objectif? Puis m'a mettre les choses en place. Puis m'imaginer, me bisouner quelque chose. Puis m'a y arriver. T'sais. As-tu tout le temps eu un intérêt pour la bourse avant même tes études? Oui, quand même. Une sorte de curiosité, de fascination. J'ai toujours trouvé ça le fun. Ce qui me plaisait puis comment j'étais arrivé un peu au niveau de la bourse agricole, c'est qu'à un moment donné, la bourse, ça peut être aussi très abstrait. Tu sais, un taux d'intérêt, là, on s'entend-tu que c'est plate en crise? C'est quoi un taux d'intérêt, un taux de chasse? J'avais besoin de voir puis de toucher à quelque chose. Fait que là, quand je suis tombé dans des instruments financiers, un élément de bourse, sur des commodités que je suis capable de toucher. Moi, toucher du blé d'Inde. Oh oui. Je suis capable de le prendre, de le transformer, me le faire pousser, me le toucher, me le transformer, me faire de l'éthanol, me faire une moulée avec. Je trouvais que j'étais capable de relier des intérêts. Un intérêt pour la finance, mais un intérêt pour des choses physiques. Puis mettre les deux ensemble. Moi, c'est ça qui m'a allumé. J'étais dans le cours de finance, d'options de contrat à terme.
OK. OK? Puis dans un des chapitres, il parlait beaucoup de ça. Là, à un moment donné, je lève ma main. Je n'étais pas barré. Je lève ma main. Les gens ne posent pas toujours des questions. Ils sont gênés. Je ne suis pas barré. Je lève ma main. Je dis, crème. Ça, monsieur, là, c'est-tu juste un chapitre dans notre livre de finances, puis qu'il faut comprendre un peu de ça, ou c'est un métier que je peux... Ça se fait-tu? Tu le sais pas. Moi, je vais à l'école, je pose des questions. Oh, oui. Il dit, oui, il y a vraiment une branche de finances que tu vas gérer des risques des entreprises qui soit en produisent, en consomment, en transforment. Puis oui, ça, là, tout ce qui est des contrats à terme, l'instrument financier, à la Bourse de Chicago, par exemple, il dit, oui, ça existe. Il y a des gens qui sont dans ce métier-là, qui vont travailler avec des contrats à terme de maïs, de blé, de soya, puis de commodités. Là, je suis tombé fasciné. OK. Fasciné. J'aimais ça. J'étais rendu bon. Je te dis, à un moment donné, t'es-tu bon parce que t'aimes ça ou t'aimes ça parce que t'es bon? Puis les deux, ils se nourrissent entre eux autres. Puis je suis tombé là-dedans comme Obélix dans Marmite. Ah ouais? Ah ouais, j'ai trippé. J'ai sais que c'est le fun, ça. Je suis capable de mettre deux choses parce que tu m'avais dit, là, à 15 ans, ado, là, joueur de hockey à l'école, si j'avais de la misère à lire un livre parce que je trouvais ça plate, puis là, il faut lire un livre pour l'école. Ça me tente pas. J'étais un bon étudiant. Genre un livre genre Tristan et Iseux qui t'inspire pas. Genre tout, ça, puis Agaguk, puis fais-moi un résumé d'Agaguk, puis tu sais, comme je l'ai pas lu, Agaguk, là, sérieux. C'est ça. J'étais plus ce type d'étudiant-là, côté sportif. C'était pas cool d'aller à l'école, c'était pas cool d'être bon. J'étais bon pareil, j'étais bon malgré moi. Tu sais. Mais, fait que c'est ça. Fait que tu m'avais dit à 15 ans, là, hey, un jour, tu vas travailler avec des ordinateurs. Je dis, t'es-tu malade? Je suis pas un gars d'ordinateur, je suis pas un gars de PlayStation. 6 écrans? Ouais, j'en ai. Aujourd'hui, je vais pogner un coup de soleil avec mes écrans. J'en ai 6, des téléphones, ça sonne. On regarde passe ma journée à regarder des écrans, achète vent, fais ci, fais ça, revire de bord. Fait que, tu sais, je m'avais dit, j'allais être un nerd d'ordinateur plus tard dans ma vie. Je l'aurais jamais cru, tu sais. Parce que oui, j'avais besoin, tu sais, on avait besoin de jouer. On jouait au hockey, nous autres, on n'avait même pas le droit d'être en dedans dans la maison. Tu sais, comme Émilie, Jérôme, Simon, on les jouait dehors, puis nous autres, quand les lampadaires commençaient à faire qu'on entende, puis c'était le temps de rentrer dans la maison pour souper, aller se coucher, ou tu sais, fait qu'on a passé notre enfance à jouer dehors. Puis même à l'université, moi, je payais mes sessions, je faisais du paysagement. Ouais, j'ai poussé de la neige, j'ai soufflé de la neige, j'ai fait du pavé uni, coupé des gazons. Il fallait que je fasse de quoi avec mes mains. OK. Je pouvais pas juste pitonner sur un ordinateur, je serais venu fou. Fait que quand j'ai compris qu'il y avait des instruments financiers, puis des éléments réels, puis tu pouvais les mettre ensemble, moi, j'ai capoté. J'ai trouvé ça vraiment le fun, parce que j'aimais travailler avec mes mains. Mais je me dis, je sais pas si je veux faire ça de ma vie. Je ne suis pas sûr si je veux être un ouvrier puis travailler fort avec mon corps puis tout ça. Je pense que va me servir de ma caboche un peu. Je pense que des fois, elle n'est pas pire. Fait que je vais essayer de mettre... puis là, je suis allé à l'université puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, je vais faire quoi dans ma vie? Tu as 20 ans, tu y vas un peu par élimination. Je ferais-tu un architecte, je ferais-tu ci, je ferais-tu un DEP, je ferais-tu ça, puis à un moment donné, tu élimines tes affaires, puis tu tombes dans quelque chose que tu aimes, puis je suis tombé à ma place là, à l'université. Dans le cours d'options contrat à terme, tout ce qui était ces produits dérivés, là, bingo. Tu sais, les moments Eureka, là. Oh, oui. À la bonne place au bon moment. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, c'est-tu là que tu as appris l'existence de RGO ou c'est un peu plus tard? C'est plus tard. À ce moment-là, il y avait un département à la banque. Okay? Puis moi, j'ai dit, bon, mais on va faire des recherches. Qui c'est qui fait ça à Montréal? Okay? Je sais pas, moi. Tu trouves 2-3 compagnies dans les banques. Puis j'ai fait mon chemin de cette manière-là. J'ai contacté les personnes qui étaient dans dans le domaine. Puis j'ai dit, salut, on se connaît pas, je m'appelle Simon Brière. Je suis en train de finir mon bac à l'université, j'ai beaucoup d'intérêt. Je sais pas si vous engagez, j'aimerais ça vous rencontrer. Puis il dit, ah non, c'est super gentil, mais on est correct. Et là, je les ai appelés, quasiment à tous les mois. Salut, comment ça va? Jusqu'à temps qu'ils m'ont dit que tu lâcheras pas, toi, hein? J'ai dit, ben non, j'ai de l'intérêt. Fait que, puis à un moment donné, à force de les avoir appelés, ils m'ont donné un rendez-vous, puis j'ai jasé avec eux. Puis au début, j'ai fait un stage.
Il dit, on va te prendre, là, mais on n'a pas de budget, mais on va te donner une chance, on va te faire rentrer dans l'équipe. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai un stage qui n'est pas payé. Je viens d'une famille assez modique, j'ai pas une scène, qu'est-ce que moi le faire? C'est vrai que je poussais de la neige la nuit quand il y avait de la job, puis je rentrais le lendemain dans mes fichiers Excel de bourse. Puis après une couple de mois à travailler dans ce département-là à la banque, j'ai dit, bon, ben, c'est cool tout ça, mais mon objectif, c'est d'avoir le pied dans la porte. Parce que quand j'ai gradué, c'était la crise financière, tu sais, 2007, 2008, 2009. Oh, oui. Fait que tu sors avec un bac en finance dans une crise financière. Tu sais, les jobs étaient plutôt rares. Fait que, c'était dur. Fait que je me dis, je vais rentrer à quelque part, je vais faire ma place. Il manquait plus de pousseau de neige là, à ce moment-là. Oui, non, c'est ça. Non. Moi, dans le fond, là, je l'ai appris, je me suis démardé. C'est carrément ça. Je me suis dit, bon, ben, je vais pas attendre que quelqu'un me donne de quoi, moi aller chercher puis m'en faire ma place moi-même. Fait que c'est un peu ça ma petite histoire. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben là, mon objectif, c'est de me mettre les deux pieds dans place, me rendre indispensable, puis à un moment donné, dire, bon, ben, j'ai-tu une job? Puis c'est un peu ce qui s'est passé graduellement. Ils m'ont dit, OK, c'est bon, on va t'engager. Là, j'ai parti de même en 2007-2008. Fait la transition entre le monde universitaire, le marché du travail, puis je suis jamais ressorti de là. J'ai jamais fait autre chose que ce que je fais en ce moment. J'ai jamais fait d'autre chose de ma vie. OK. Jamais. Tu as tout le temps gagné ta vie avec ça, là, ce métier-là, présentement. Exactement. Là. Puis, je pense en 2014, après une couple d'années à la banque, c'est là qu'R.J. O'Brien est revenu un peu dans le décor. Il y avait une opportunité, un mariage qui était un peu évident. J'ai développé une expertise au niveau agroalimentaire. Eux autres aussi en faisaient beaucoup. Ils cherchaient à avoir des experts au Québec. Concours de circonstances, bang, on est parti. Puis depuis ce temps-là, ben, ça va faire 7 ans à peu près. Depuis 7-8 ans que je suis avec R.J. O'Brien. Ah oui, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Oui, mais 2004. Ben, non, c'est ça, 7-8 ans, 2014-2015, dans ce coin-là. Ah oui, OK, ouais. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Parce que moi, depuis que tu es sur Twitter, je pense que tu es pour R.J. O'Brien. Effectivement. Puis j'avais suivi mon cours avec Jean-Philippe en 2016. Tu étais déjà chez R.J. O'Brien. Oui. Le cours le 10 commandements de la commercialisation de grains. Oui. Peut-être que je débaptise un peu le titre de son cours, mais en tout cas, ça ressemblait à ça. C'est vrai, les 10 commandements, je m'en souviens, oui. Fait que, OK, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Ouais, ben, le temps passe vite ou le temps passe pas vite, je sais pas comment tu vois ça. Mais moi, j'ai gradué promo 2000, si je me trompe pas, 2007. Okay. Depuis ce temps-là, j'ai travaillé un peu à la banque, R.J. O'Brien, puis that's it. Mais à part de changer de bannière, si tu veux, c'est toujours le même métier. Oui. Ouais. Là, tu vas nous expliquer un peu R.J. O'Brien. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, OK. Puis quel âge que ça a? Parce que c'est pas une jeune compagnie. Non. Vraiment pas. Puis qu'est-ce que tu fais un peu plus exactement là, en avant de tes 6 écrans? Là? Oui. C'est quoi mon quotidien, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe là-dedans? On va dire RJO. RJ O'Brien et Associés Canada Incorporé. C'est un peu chiant à dire. T'sais. On va dire juste RJO. RJ, c'est pourquoi au juste? Robert James O'Brien. En fait, RJ O'Brien, c'est une entreprise qui est familiale. OK. On n'est pas une compagnie à la bourse de New York, etc., Bank of America, name it. On est une entreprise familiale qui est détenue par la famille O'Brien. À Chicago, qui est vraiment où est-ce que les marchés financiers de commodités... Où est-ce qu'il y avait le CBOT, le Chicago Board of Trade, exactement. qui est devenu le CME Group. En plein ça. C'est exactement là. Nous, on est juste de l'autre côté. Les bureaux d'RJO sont juste de l'autre côté de la bourse. Ben, ce qui reste de la bourse aujourd'hui, là, la plupart des parquets ont fermé. Ouais, c'est ça. C'est rien qu'un store, une bâtisse vide? Ou Pas mal, oui. OK. Ouais, il reste encore quelques pits, là, mais c'était déjà en perte de vitesse avec l'augmentation de tout ce qui est par Internet, puis les plateformes, le web. Fait qu'il y avait de moins en moins d'utiliser d'avoir une bourse physique, là, puis de s'échanger dans un pit. Puis la pandémie, ben, ça a arrêté carrément. Ce qui restait, ça y a donné quelques clous dans le cercueil. Là, ouais, mais c'était déjà fermé depuis une secousse. Là, exactement. Fait que si c'était le monde qui disait « Ah, ça va peut-être... » Non, ça ne reprendra pas, la pandémie. Ça clôt le sujet de A à Z. C'est en quelle année que c'est devenu le CME Group? Bonne question. C'était-tu avant que tu sois chez RJO? Oui.
Même moi, je dis CBOT, CBOT. Puis, c'est une habitude, là. On va l'avoir longtemps, là. Oui, écoute, mon grand-père, il dit encore la régie. Fait que, oublie ça, là. Je dis non, c'est la SAQ. Ah, c'est ça, la commission. La commission des liqueurs, oui. Ah, les affaires. Lui, il a jamais. Puis moi, je pense que c'est dans mon ADN. Je vais jamais dire CME, je vais dire CBOT, CBOT. Je suis pas capable. Des fois, je le dis, je suis comme, j'ai dit CME, bravo. J'évolue. Parce que le CBOT, dans le fond, tous les grains passent par là. Ben, pratiquement tous. Il y a du blé qui passait par... Mettons, il y a quelques sortes de blé qui passaient par d'autres bourses ou l'orge qui passe par Winnipeg, par exemple. Oui. Mais toutes les autres commodités, le fer, l'aluminium, ça passait-tu par Chicago? Il y a différents. Mais Chicago, aujourd'hui, le CME est devenu un grand groupe. Okay? Oui. Ça a acheté d'autres bourses, ça a fait beaucoup d'acquisitions puis de mergers. Ce qui est bizarre, c'est que ça appartient pas au gouvernement, c'est privé, ça, la bourse. C'est privé. Le CME, okay? le CME Group, la bourse de Chicago, est une compagnie que tu pourrais investir. Tu pourrais décider, toi, dans ton compte Disnat d'actions, tu peux aller acheter du CME Group. OK. Tu peux être un actionnaire de la bourse si tu en avais envie. Comme tu peux t'acheter une action d'Apple puis d'IBM, tu peux t'acheter une action de la bourse de Chicago, du CME Group. Ah oui, c'est une entreprise. Les autres, ils ont un mode d'opération, ils ont des revenus, des dépenses, un bottom line, des profits des employés. Tu sais, c'est une compagnie, la bourse. Là. C'est ça. Ouais. Ben, dans le fond, le CBOT, le Board of Trade, c'était la chambre de commerce de Chicago, dans le fond. Si on fait une traduction, c'était à peu près ça. Là. Oui, parce que c'est un regroupement de personnes là, qui avait parti ça. C'est ça, une bourse. Une bourse, là, c'est un lieu... public ou privé, là, comme tu voudras, là. Mais c'est un lieu de rassemblement où les acheteurs et les vendeurs se retrouvent puis ils négocient entre eux la valeur de ce qu'ils ont acheté ou avant. Tu vas au marché de fruits et légumes le samedi matin, techniquement, je pourrais dire que c'est une bourse. J'ai un acheteur, un vendeur, ils s'entendent pour dire mais aujourd'hui, la livre de carottes est à tel prix. Merci, j'ai conclu une entente, j'ai un achat, une vente, merci, bonsoir. Ah, OK. Tu comprends? Mais c'est la même chose, sauf que là, ce qui transigeait, c'est du blé, du maïs, du soya. Donc, il y avait des gens qui représentaient les acheteurs, qui représentaient les vendeurs, puis ils s'entendaient pour dire, aujourd'hui, ça vaut quoi une tonne de blé d'Inde? Ça vaut ça. Ah, OK, j'en achète. Non, ça vaut pas ça. Puis là, il y a toujours une négociation. Ça, je te parle d'il y a peut-être 100 ans. Là, ça a évolué, il y a eu des plateformes, il y a eu des... Mais tu sais, aujourd'hui, c'est ces marchés-là qui trouvaient l'équilibre de prix. Parce que c'est ça. Dans le fond, tu sais, as des producteurs, tu as des consommateurs, tu as une offre, une demande, puis qu'est-ce qui va faire l'équilibre entre les deux? C'est le prix. Fait que si le prix est bon, on va en consommer. S'il est trop cher, on va en consommer moins. Mais cet équilibre de prix-là, ce mécanisme-là, ça fait longtemps qu'il existe. Offre, demande, prix d'équilibre. C'est ça. Parce qu'on parle des grains, le lait, différentes classes de lait, le fromage... le poulet, la dinde, en tout cas, tout est le porc, parce que tu as le log, le pig. Lean hog. Le lean hog. C'est quoi le lean hog? C'est du porc. OK. C'est du porc. C'est un contrat de... C'est de l'élevage. C'est du porc. Okay. Tu peux avoir du bœuf, tu peux avoir du bourvillon, du veau gras, du feeder cattle. T'en as plein. Donc, tout ce qui est commodité très agricole, c'est à Chicago. Ceux qui sont, parce que tu parlais tantôt, les autres commodités, tu sais, il y en a beaucoup à New York. À New York, tu vas avoir beaucoup plus des métaux. Tu vas avoir de l'or, tu vas avoir aussi tous les produits énergétiques, du baril de pétrole. C'est à New York. Mais le grain, c'est à Chicago. Une des raisons pourquoi le grain est à Chicago, c'est que c'était la ville, industrialisée, là, la ville, si tu veux, la plus proche de ton Corn Belt. Dans l'Illinois. Dans le coin de Chicago, toutes les grosses compagnies agricoles sont là. John Deere. Tu avais International Harvester, qui est aujourd'hui, Case Inter, mais CNH Capital, mais c'est à Racine, Wisconsin. C'est vraiment proche de Chicago. C'est pas tellement loin de Chicago. C'est pour ça? Oh oui, oui. Puis tout ce milieu-là, c'est extrêmement industrialisé. Autour de l'agriculture. Ben oui. T'es dans le Corn Belt, puis c'est là qu'étaient toutes les terres, là. C'est un mouvement, je veux dire, l'économie agricole là-bas, elle est
énormes. Okay? Tu as l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, Wisconsin, Minnesota. Et le lieu de rassemblement le plus... Parce que tu avais le Wisconsin qui était le gros producteur de lait américain à oui, l'époque. encore aujourd'hui. C'est encore proche de Chicago, là, tu sais. Oui, ils se mettent des fromages sur la tête au game de Green Bay. Oh oui. C'est pas pour rien, là. En passant à Green Bay, il y a une statue de Jean Nicolette. C'est vrai? La ville de Nicolette est ici, oui, là, oui. avec l'école secondaire Jean Nicolette, mais là-bas, il y a la statue de Jean Nicolette. Sérieux? Oui. Je savais pas, c'est cool. Oui. Le monde est petit, hein? Ouais. Comment ça s'appelait? C'est-tu la baie des Puants dans ce coin-là? Ça doit être francophone un peu, là, tu sais, avec les Français, les Français, c'est pas des coureurs de bois, là. Ouais. Les coureurs des bois. Les autres, ils prenaient du territoire, mais ils oubliaient de se peupler. Ouais. Fait que, ils se sont fait envahir assez vite par l'autre bord, là. Ouais. En tout cas, peu importe. Un petit pan de l'histoire. Ouais. Mais, mettons, à Chicago, là, Ouais. est-ce qu'il y avait un plancher pour le maïs, un autre plancher pour le soya? Oui. OK. Fait que Oui. chaque chose avait son plancher. Fait que, il y avait combien de planchers, coliques, Il y en là-dedans? avait une coupe, mais il y a aussi des heures de trading. Fait que, tu sais, tu avais un même plancher pourrait servir à deux choses dans des heures différentes. OK. Parce que le maïs, mettons, c'est entre 10 et 2,5, me semble. Aujourd'hui, mais ça Aujourd'hui. change ça change régulièrement les heures de trading. Mais OK. historiquement, tu sais, nous autres, comme là, les anciennes, tu sais, les heures de pit, si tu veux, là, le marché en ce moment, il va ouvrir à 9h30. Notre heure, c'est au Québec. Là, c'est-à-dire c'est une heure de différence là-bas. Fait que ça serait 8h30 du matin là-bas. OK. Ouais. Fait que nous autres, c'est de 9h30 à 2h15. À 2h15, les marchés ferment, puis après ça, il pourrait y avoir d'autres choses. Mais oui, les parquets étaient dédiés par commodité. Parce que là, si toi, tu as besoin de trader puis t'échanger du maïs, puis là, ils te vendent du blé, à un moment donné, ça ne marchait pas. T'sais. Fait que je pense que, je te dirais, le parquet le plus fou, là, c'est les options dans le blé. Ces gars-là, c'était des Mongols. Ah oui, OK. Des Mongols. Je sais pas si c'était... Pour moi, là, j'ai compare, là, le pit de blé, c'était les Flyers de Philadelphie des années 70. Les Broad Street Bullies. Là. il y avait plus de dents dans la gueule. Hey, c'était fou de les voir aller, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est un métier qui existe pratiquement plus, là, mais c'était fascinant. Est-ce qu'une personne, mettons, qui faisait du blé, à un moment donné, il se décidait, bon, ben moi, aujourd'hui, je fais du blé d'Inde? Il pourrait. OK. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu as une expertise, je fais souvent des parallèles avec le sport, parce que si t'es un défenseur, il n'y a rien qui t'empêche à un moment donné de jouer en avant, mais tu vas-tu être bon? Tu as développé une aptitude pour un marché en particulier, tu le connais de A à Z, c'est rendu confortable comme une vieille pantoufle. Pourquoi tu irais te faire griller dans un autre marché alors que tu n'as pas les mêmes repères, les mêmes balises? Fait que, non, habituellement, les gars restaient dans leur marché. C'est leur expertise, parce que les autres, ils arrivent comme courtier ou comme mainteneur de marché. S'il est capable de bien faire son métier, tandis que tu le mettais dans une autre position, il était peut-être un peu plus inconfortable. Mais ça doit être quelque chose dans ta barouette, parce que tu vois ça, des fois, des images, ça crie, ça brasse. Ouais. Tu sais, moi, on est 4 qui jasent, puis des fois, je perds le fil parce que je suis plus capable, tu sais. Ouais. C'est peut-être mon côté TDAH, je sais pas trop. Moi, là-dedans, si je pense que je serais incapable de faire de quoi, là, tu sais. C'est cacophonique, mais il y a aussi beaucoup de signes avec les mains. Dans le fond, un peu un sourd-muet aurait pu être un excellent trader sur la bourse, parce que la plupart des signes, achète, vend, les quantités, c'est des... OK. Tu vas le faire parce que justement, c'est trop... le son est trop élevé, tu n'arrives pas à le comprendre, puis tu sais, la différence entre un chiffre et un autre, ça peut être considérable. Fait que c'est pour ça qu'on utilisait des signes. Parce que, tu sais, disons, un peu le même principe en anglais qu'en français. Quand je te dis 6, c'est 6 ou 10? Des fois, comme même, on répète quand je reçois des commandes. Même au McDo, c'est pas facile, là. 6 ou 10 croquettes. 6 croquettes, là. 3 plus 3? Ben, c'est ça qu'on fait. En fait, il y a une nomenclature au niveau de la bourse. Quand on reçoit des ordres, puis quelqu'un me dit, ben, achète-moi 6 contrats de maïs, je vais dire 6, 5 plus 1. OK. Fait que là, il va dire, non, j'ai dit 10. OK, 9 plus 1. Ou 8 plus 2. Fais ce que tu veux, mais dis-moi que tu as compris le chiffre. Que je viens de te dire. Puis en anglais, ben, c'est 15 ou 50.
sais, 15 ou 50. Fait que si je veux dire 50, je veux dire 50-50. OK. On va se comprendre. Là, il n'y aura comme plus ah, mais je pensais que tu m'as dit non, mais tu sais, il va pas avoir une grosse différence. Oui. 35 de différence entre les deux, là. Oui, mais 35, ça peut apparaître. Mais 35 contrats, c'est 35 fois combien de milliers. Tu sais, la différence financière en nombre en dollars, elle est énorme. Tu sais. Fait que, non, il y a une précision à avoir qui est très, très, très élevée dans tout ce qui est bourse puis trading, puis comment tu vas acheminer d'un ordre entre deux courtiers. OK. Tabarouette. Je sais que j'avais déjà suivi des cours de commercialisation de grains avec une autre personne. Puis lui, dans le cours, il disait une personne sur le plancher, dans que la durée de vie de ces personnes-là est pas. Le métier, il n'est pas là bien longtemps. Là, la personne n'est plus capable. Là, exact. C'est extrêmement exigeant. C'est tough sur le stress, c'est tough sur le corps, c'est extrêmement tough. C'est les traders qui font ça, là. Je pourrais comparer ça avec une carrière de joueur professionnel, que ce soit baseball. À un moment donné, quand tu as fait 15 ans que tu es dans la ligue, tu es un vétéran. Ouais, ben, comme au football. Les footballs, souvent, les carrières ne sont pas tellement longues. C'est quelque chose qui est assez éphémère, mettons, comme carrière. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est tough, c'est stressant. Puis des fois, à un moment donné, quand tu as une moins bonne passe, ces gars-là, ils ont différentes. Je ne veux pas rentrer dans toutes les différentes nuances, mais ces gars-là, ils ont quand même beaucoup de cash qui est au bat. Fait que, à un moment donné, tu es dans une moins bonne passe, tu te dis, Colin, c'est stressant. Ça fait 2-3 mois que c'est un petit peu plus tough mes positions. Je suis pas du bon bord. Attends un peu, là, le mental, il commence à venir jouer dedans, le corps. Fait que, oui, c'est un métier qui est tough, que c'est pas, t'es pas assis au gouvernement là, à avoir... à attendre 4 heures. Oui, OK, bon. C'est ça que je veux dire. Merci. Tu me complètes. Mais là, tu sais, aujourd'hui, bon, tu fais ça en avant de ton ordinateur. C'est pas mal moins stressant, tu sais, je veux dire... oui. Le stress est peut-être différent, mais tu te fais pas piler dessus, mettons. T'sais. Exact. Non, c'est ça. On n'a pas besoin de jouer du code parce que souvent, même, il y avait un avantage physique. Plus tu te ramassais avec, tu sais, des fois au hockey, tu as un gros jambon, là, mais tu peux avoir le même principe dans le pit. Tu avais un gars qui arrivait, là, 6 pieds 5, bâti comme un ancien joueur de football. Parce que ce que tu veux avoir, tu regardes des films de bourse ou même tu regardes des images de bourse, tu as souvent des couleurs bien flashées. Un gars qui est habillé avec un coat qui a l'air d'une vache. T'sais. Pourquoi? Parce que tu veux te différencier. Tu veux que les gens... Hey, c'est quoi ça? Tu veux flasher. C'est comme une guerre de petits coqs puis de pan. Là. On veut afficher nos couleurs parce que tu veux sortir du lot. Ben, comment tu peux faire pour sortir du lot? Mais si tu as 6 pieds 6 puis tu as un gros gilet vert fluo, les gens vont te voir puis c'est toi qui vont... Je pense que la psychologie de la nature humaine va faire, ben, je vais être attiré puis je vais transiger avec ce gars-là parce qu'il a l'air d'un mastodonte, il prend la place sur le parquet, fait qu'il est comme dominant. OK. Ouais. Mais oui, ça jouait du coup de solide. Là. Oh. Toi, dans le fond, ce que tu fais, ouais. Tu achètes des positions, tu en revends, t'es pas broker, mettons, pour d'autres acheteurs de grains ou... c'est quoi que tu fais, toi, là en avant de tes sorties? Okay. Ouais, je vais représenter les intérêts de mes clients. Mes clients qui vont soit en produire de ces produits-là, OK? Puis j'ai une grosse division, si tu veux, agricole. Fait que ceux qui en produisent, qui en transforment, qui en consomment, qui en virent, qui en exportent, qui en name it, tout le monde va avoir un risque de prix sur ces produits-là. Fait que toi, tu es un producteur, tu regardes le prix à la bourse, tu dis combien je vais vendre ma récolte, tu regardes la bourse, tu as un peu un intérêt envers ça. Tu en consommes, tu regardes le prix de la bourse, combien elle va me couler ma boulée aujourd'hui, le maïs, Toto, il baisse-tu? Fait que moi, je vais agir un peu en tant que courtier pour donner l'accès aux produits financiers à ceux qui en ont besoin. Fait que si tu as besoin de gérer un risque d'inventaire, d'approvisionnement, tu as besoin de ces produits financiers-là pour venir te backer, pour faire en sorte que ton inventaire, si jamais le prix baissait puis que tu vendais moins cher, par exemple, tu avais une sorte de compensation financière. Bref. Fait que moi, je représente les intérêts de mes clients sur le risque d'inventaire ou d'approvisionnement qu'ils ont et je vais faire le lien, je vais leur donner l'accès direct au marché boursier.
Fait que je vais avoir un rôle quand même de courtier, d'expert, de trader. Je suis dedans à tous les jours. Donc, tu sais, une job de courtier comme ça. On va rentrer au bureau, je te dirais, entre 7 et 8. Le matin, 7-8 heures, on fait nos lectures, on regarde ce qui s'est passé pendant la nuit. On finit la session de nuit, on a une petite pause, puis on part à 9h30. Et là, ben, c'est les appels qui rentrent. Achète ça, vend ça. Quelqu'un qui a acheté du maïs, a besoin de le revendre à la bourse ou l'inverse. Fait que c'est très transactionnel. Achète, vend, des produits financiers. Fait qu'on a beaucoup... C'est pas rien que des producteurs. Souvent, c'est des brokers de grains qui vont faire avec toi. Oui, entre autres. T'sais, mais ça peut être n'importe qui. N'importe qui a ce risque-là, qui veut le gérer directement avec la bourse. On va rentrer. Et on va rentrer là. Puis, comme je te disais, on en parlait un peu. R.J. O'Brien, la firme de courtage pour laquelle je suis, c'est une entreprise qui est familiale. C'est O'Brien, c'est à Chicago, mais ça fait plus de 100 ans que ça existe, là, 1914. En réalité, O'Brien, c'est le plus grand courtier indépendant. Donc, on n'est pas affilié dans une banque. On est vraiment un courtier. OK. On ne fait pas du financement, on n'a pas des lignes de crédit. Tu n'as pas un compte de banque chez RJO. RJO, nous-mêmes, la firme a un compte de banque dans une banque. Parce qu'on n'est pas une... Oui, on est une institution financière parce qu'on transige des produits financiers, mais notre savoir-faire, c'est tout ce qui est de la bourse. De commodités. Dans mon bureau à Montréal, là, on fait juste ça. On fait rien d'autre. R.J. O'Brien, es-tu vraiment plus spécialisé au niveau du CBOT? Ou ça va aussi avec la bourse pas de Chicago, mais de New York, par exemple, le Dow Jones ou... RJO ne fait pas d'action. Okay? Donc, on parle du S&P 500, puis du Apple, puis de ces actions-là. RJO n'en fait pas. OK. On est juste dans des produits dérivés de commodités ou de taux de change. On fait pas les juste... métaux? Des métaux de change, ouais. OK. Et c'est sûr que là, avec 100 ans d'expertise, à un moment donné, tu touches un peu plus à tout. Tu peux avoir des divisions institutionnelles avec des caisses de retraite qui ont besoin d'instruments financiers sophistiqués. Moi, je vais transiger du blé d'Inde, mais je pourrais aussi faire du bois d'œuvre, un baril de pétrole, du diesel. On touche un peu à tout. Puis avec 100 ans d'expertise, ben là, tu as des bureaux au Canada. Donc, on fait partie de cette... infrastructure canadienne avec le fonds de protection des épargnants, parce qu'on a quand même beaucoup de réglementation. Dès que tu dis argent, finance, réglementation, c'est hyper serré. Mais là, tu as aussi des métaux à Londres. Fait qu'il y a un bureau d'RJO à Londres, à Paris, à Dubaï, en Asie. Fait qu'on a, c'est une entreprise qui est familiale, mais qui est rendue internationale. C'est pas de la petite bière. Là. Non. Ouais. OK. Tout ce qui est commodité, tout ce qui n'est pas une action, tout ce qui est que tu peux te toucher. Parce que, tu sais, on s'entend, une action d'Apple, tu ne peux pas te toucher. Là. Non, exactement. Fait que c'est ça, moi, quand je te le disais, là, de pouvoir toucher. Là. Ce que je clique à mon écran, là, ça existe vraiment. Je vais aller en arrière, puis j'ai un champ de blé d'Inde ou de blé ou de... Puis c'est quelque chose qui existe. J'ai une utilisation réelle. Je vais faire du pain avec ça. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, toi, bon, avec ce métier-là, il faut que tu tiennes toujours au courant de ce qui se passe à être à l'affût. Fait que, tu sais, ceux qui ne connaissent pas trop le marché du grain, tu as souvent ce qu'ils appellent les rapports du USDA. Oui. Là, toi, il faut que tu te tiennes à l'affût de ça. Tu n'as pas le choix parce que ça va te donner un peu une indication qu'est-ce qui va arriver à la bourse pour les mois futurs. Exact. Des fois, il arrive peut-être le contraire de ce qu'on s'attendait parce que, tu sais, il n'y a personne qui peut prévoir ça. Personne n'a une boule de cristal non plus. Là. C'est vrai. Le USDA, c'est dans le fond, c'est le United States Department of Agriculture. C'est USDA, c'est le ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Et puis, moi, je les trouve très, très, très performants. J'ai aucune comparaison à faire dans le monde d'un ministère aussi, je vais dire transparent. Le monde dit, non, des fois, non. J'ai pas de comparable qui a autant d'informations qu'à la USDA. À tous les mois, j'ai un bilan offre, demande, rendement, superficie, tel marché, tu l'as à tous les mois. Ça rentre. Puis, tu en as d'autres rapports aussi. Je regarde ici au Canada, j'ai pas l'équivalent, j'ai pas un once d'équivalence.
je vais aller voir Statistique Canada une fois de temps en temps. Puis C'est pas un ministère de l'Agriculture, c'est des statistiques. C'est pas le USDA, là. On s'entend, là. On n'a pas ça d'Agriculture Canada, là. Non, Puis ici, tu vas avoir de quoi? C'est via peut-être la financière parce qu'il assure nos produits, mais tu l'as pas du MAPAC. C'est différent. L'USDA, là, moi, je les trouve ça coche. OK? On peut toujours dire, ouais, mais USDA, des fois, on pense qu'on n'est pas d'accord avec telle affaire. Ça l'est arrivé dans les 15 dernières années, des fois, au niveau du financement. Des fois, les gouvernements américains ils ont besoin d'augmenter le plafond de la dette, puis des fois, le gouvernement il est gelé. C'est arrivé à quelques reprises qu'il n'y avait pas de rapport d'USDA quand le gouvernement était gelé. Okay. Ça faisait 2-3 mois, parce qu'il y a besoin de financement, pas utilisé. En tout cas, bref. Là, tu n'as pas de rapport USDA. Le monde, tu sais, c'est quand tu n'as pas ce que tu as, que tu te rends compte de la valeur de ce qu'il y a là. Là, tu es dans le noir. Tu sais pas c'est quoi les exportations, tu sais pas c'est quoi qui roule dans l'éthanol. Tu n'as aucune idée. Puis là, tu dis, ouais, on chialait des fois avec l'USDA, mais finalement, on aime ça avoir l'information. Tu deviens une poule pas de tête quand ils sont plus là, tu sais. Ben, tu sais pas. Tu fais de ton mieux, mais ça devient hyper opaque, puis tu le sais pas. Tu n'as aucune base pour aller t'accoter, puis t'asseoir, puis faire des analyses. Fait que, ouais, l'USDA, moi, je les trouve très performants. Ça donne beaucoup d'informations qu'on peut analyser, s'ostiner. Ouais, toi, ton rendement, l'USDA dit ça, mais non, ça n'a pas d'allure. Mais ça te fait quelque chose à jaser, puis d'aller te comparer pareil. Puis, il y a une expertise pour rien qu'aux États, tu sais. Ils vont te tenir au courant de ce qui se passe en Amérique du Sud. Il est rendu un méchant gros producteur en passant. Là, énorme. C'est fou ce qui se passe là-bas au niveau de l'agriculture au Brésil. Là. Je veux dire, on prévoit cette année qu'il va y avoir 150 millions de tonnes, 152 pour être précis, là, millions de tonnes de soya. À cette heure, il faut qu'ils sortent. Au Québec, on en fait 1 million. Juste essayer si tu veux comparer, là, c'est 150 fois le Québec. Fait qu'imagine le nombre de bateaux, il faut qu'ils sortent de là-bas. Puis de l'amener au port, c'est un autre paire. Eux autres, c'est un défi. Là, ils n'ont pas les routes qu'on a ici. Là. Non. Il y a beaucoup d'investissements dans les infrastructures, justement, mais c'est pas comme ici. Quoi qu'ici, des fois, passer dans certains rangs. Mais ça roule pareil. Ça roule pareil, OK? On va dire. Ça roule. Tu resteras pas pris avec ton troc, là. Non. Mais ça roule pareil. Ouais. Non, mais eux autres, c'est ça. C'est vraiment leur déficience, là, mettons, les routes, là. Tu sais, ils ont. Pour les passes, c'est pas probablement en train de. Ben, les Chinois sont pas mal en arrière de ça pour les bâtir, là, pour lui donner un coup de main. Là. Effectivement. Parce qu'on s'entend que c'est pas le Brésil qui va faire ça. Là, ils n'ont pas. Peut-être pas les moyens. On dirait que ça se développe trop vite pour ce que les autres sont capables de faire. Ici, on s'est mis à produire du soya, mais on avait déjà le port à Trois-Rivières. Là. C'était des Ontariens qui l'ont bâti, le port à Trois-Rivières, là, pour le grain. Mais tu sais, on était équipés. On a commencé à produire, mais on était équipés déjà pour l'exporter. Oui, c'est vrai. Et là-bas, l'exportation, ça va majoritairement en Chine. C'est sûr que les intérêts chinois sont assez élevés en disant, ben moi, j'ai besoin de cette denrée-là. Mon fournisseur, c'est le Brésil. Fait que si je veux m'assurer d'avoir mon produit, il faudrait bien que je m'assure que mon fournisseur aille bien. Oui, c'est ça. Il y a des intérêts que les Chinois veulent avoir les investissements le plus rapide possible pour sortir le grain de manière efficace le plus rapidement possible aussi. Fait que, mais c'est fou. Là. Je veux dire, c'est une production qui a triplé quasiment à l'espace de 10 ans. Là. C'est énorme. Là. C'est 50-60 millions de tonnes. On est rendu à 150 puis en quelques années. Oui, puis ils font 2 cultures par année. Là. Oui. Nous autres, on en fait une. Là. Les autres, ils font le soya, mettons, quand qu'eux autres, c'est l'été, donc l'hiver ici. Oui, ils sont en train de le semer. Là. C'est quasiment fini d'ailleurs, là, les semis. Ils vont ressemer du maïs. Dès que le maïs est récolté, bang, on sème du soya par-dessus, puis back à back, ça vire. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. La terre n'a pas le temps de se reposer, on dirait. Là. Puis quand ils font du maïs durant leur hiver à eux autres, ce qui est, mettons, vous avez déjà vu passer ça, le maïs safrina. Oui. Qui est le maïs de production d'hiver. Les rendements ont-ils commencé à augmenter? Parce que, avant ça, on parlait de 3-4 tonnes à l'hectare là, dans le maïs. Ils n'ont pas les mêmes rendements qu'ici, par exemple, en Amérique du Nord, avec toutes les mêmes techniques agricoles, la machinerie, la précision. Mais le rendement, justement, à cause qu'ils sont tellement loin derrière,
mais il augmente assez rapidement. Tu sais, un peu une genre de courbe de rendement marginaux décroissant, on peut être plate, là, mais exemple, tu es un coureur là, du 100 mètres. OK? Moi, je vais faire courir le 100 mètres, moi arriver en 20 secondes. Disons. Mais ça va facile de baisser à 18, puis à 16, puis à 15. Mais les premières secondes, m'aller les rechercher avec un peu d'entraînement relativement facilement. Mais quand tu es un coureur olympique, de passer de 10,5 secondes à 10,2 secondes, c'est genre absolument rien, mais l'énergie, puis l'effort, puis l'entraînement que tu dois faire pour aller chercher cette petite coche-là, elle est énorme. Donc, eux autres sont plus dans le contexte où ils ont besoin de faire quelques petits ajustements, puis bang, tu as un gros swing sur ton rendement en faisant 3-4 changements, pas en ayant des millions d'investissements en recherche et développement et en changer tout ton équipement. Des petits ajustements vont avoir des gains assez rapides. Bref. Fait que non, c'est quand même assez important ce qui se passe. Puis Safrina, en fait, ça vient... ça a changé beaucoup, cette récolte-là. On va faire une petite parenthèse qui n'est pas trop longue. Safrina, ça veut dire petite récolte en portugais. OK. Okay? Parce qu'avant, Safrina, c'était la petite récolte. Il faisait la deuxième, puis il n'était pas très, très grosse. Mais là, Safrina est rendu énorme comme récolte. C'est la plus grosse en réalité. Fait que c'était ma page d'histoire que Safrina, ça veut dire petite récolte, mais c'est un terme historique parce qu'aujourd'hui, Safrina, c'est énorme comme production. Puis ça a-tu commencé à augmenter pas mal aussi de la production de porc? Parce que je me souviens, dans le temps, on les voyait s'en venir dans le porc, mais là, ça s'est rendu où aujourd'hui? Ça a-tu encore augmenté? Oui, ça a augmenté, mais j'ai pas les chiffres là, sous la main là, précisément, fait que je vais pas dire n'importe quoi. Parce que dans le bœuf aussi, c'était assez... C'était une grosse production. C'était une grosse... Je pense que le Brésil est quasiment cultivable, quasiment à grandeur. Tu sais, c'est... Oui. À 2 cultures par année en plus. Oui. Le défi qu'il va avoir, et là, c'est un défi qui va tomber plus politique, OK? Parce que une grande partie des superficies qui sont disponibles va venir de la déforestation de l'Amazonie. Il en reste encore du bois. Il me semble que depuis 30 ans que j'entends parler de ça, puis il en reste encore. Il en reste encore beaucoup. Ouais. Mais, mettons, le Mato Grosso, qui n'était pas dans l'Amazonie, mais c'est comme plus de la friche, je te dirais. Ouais. Fait que c'est plus facile à casser puis de remettre en culture, là. Oui, effectivement. Fait que là, mais les terres qui sont disponibles, tu rentres dans un environnement social, économique, politique beaucoup, changement climatique. Okay? Fait que là, tu vas rentrer dans des gouvernements avec une forme d'inconfort, qu'on le veuille ou non. Moi, je n'ai pas une opinion nécessairement là-dessus. Je fais juste observer ce qui se passe. Je pense qu'il ne faut pas nier qu'est-ce que la politique va faire à ce niveau-là. Est-ce qu'il va y avoir une déforestation? Jusqu'où tu arrêtes la déforestation pour faire du maïs ou du soya, puis de l'élevage, tout ça? Ça pourrait éventuellement freiner, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement. Okay? Il y a un énorme potentiel de superficie qui vient de là, mais en contrepartie, il va falloir que tu rases la forêt amazonienne. Jusqu'où on est capable de le faire sans que la politique internationale s'en mêle. Bon, tu me vois venir, là. Je ne sais pas où ça s'en va, mais je pourrais voir une forme d'inconfort de certains gouvernements, même local, international, dire c'est vraiment une bonne idée de zapper la forêt amazonienne pour faire de la grande culture. Ouais. D'un autre côté, la meilleure pompe à carbone qui n'existe pas, c'est le maïs. Là, je sors de mon champ de compétences. Moi, c'est juste une observation que je vois. Tu vas renifler, c'est un peu ça des fois dans notre rôle, c'est d'aller renifler, voir par où que ça va vanter. On utilise les bilans USDA pour se donner une idée de la direction que le marché va prendre en termes de prix. Et quels sont les éléments qui pourraient affecter autant mon offre que ma demande. Puis là, tu as un nouveau qui commence à prendre un petit peu plus d'ampleur au niveau des changements climatiques et tout ça. Est-ce que ça pourrait avoir une influence éventuellement sur ça? Je donne un exemple, c'est vraiment pas proche d'arriver, mais aux États-Unis, le tiers de ma demande pour le blé d'Inde, ça va dans l'éthanol. Okay? Je vais faire de l'éthanol, de l'élevage, un petit peu d'exportation. Ça, c'est mon bilan. Là, qu'est-ce que je fais avec du blé d'Inde aux États-Unis? C'est ça. De l'élevage, de l'éthanol. Puis la partie que j'exporte, je l'exporte ailleurs pour faire de l'élevage puis de l'éthanol, mais ailleurs. Ouais. Fait qu'en réalité, l'exportation, c'est pas une
quantité, c'est pas une consommation, c'est qu'on déplace le stock pour l'amener ailleurs, faire d'autres choses qui va être encore de l'éthanol ou d'élevage. Fait que tu vas faire les deux. Là, tu te dis, d'un coup, si jamais, parce que cette volonté politique de faire de l'éthanol aux États-Unis, c'est arrivé aux alentours de 2008. Ils ont dit, nous, on veut être de plus en plus indépendants au niveau énergétique, moins à être au bat avec le Moyen-Orient, etc., l'Irak, dans ces années-là. Oui. On va essayer d'être plus indépendant chez nous. Fait qu'on va faire de l'éthanol avec du blé d'Inde, puis on va réduire notre dépendance aux autres pays qui nous vendent leur pétrole. Mais ça, là, ça a été un clic politique, là. À un point tel, je me souviens, quand j'étais aux cultures commerciales dans ce temps-là, avec cette politique-là, ils voyaient les prévisions que les États-Unis deviendraient un importateur de maïs. Tu sais, ça, c'était des prévisions, mais c'est pas arrivé, je pense, là, encore. Non, mais tu sais, oui, il y a des importations, mais non, sur le bilan net, les Américains, ils sont des exportateurs. C'est ça. T'sais, de temps en temps, nous autres, par proximité, on pourrait leur envoyer du blé d'Inde dans l'État de New York, là, mais tu sais, écoute, je devrais peut-être même pas dire ça, parce que c'est insignifiant la quantité qu'ils vont importer, c'est des exportateurs. Non, c'est ça, c'est des exportateurs, là, au final. Là. Comme nous, au Canada, tu sais. Ben, tu sais, souvent, quand ils font des prévisions, c'est en fonction, mettons, des rendements qu'il y avait à cette époque-là. Tu sais, que les rendements augmentent. Il y a tout le temps des facteurs que tu oublies de calculer, mais on dirait dans tes affaires. Oui. Mais c'est ça, ils sont pas rendus importateurs à cause de l'éthanol. Là, c'est pas arrivé encore. Non, ça n'arrivera pas de toute façon. Non. Ça n'arrivera pas. Fait que ça pour dire que des fois, tu as une décision qui peut être juste une décision politique. On décide, comme je te dis, je pense pas que l'éthanol, ils vont arrêter d'en faire. De toute façon, pour dire qu'ils en font, il y a eu plusieurs étapes pour que ça se fasse. De la même manière que s'ils décident de ne plus en faire, il va y avoir plusieurs étapes pour se sortir de ce marché-là, puis ils ne vont pas dire du jour au lendemain, « Ah, sais-tu quoi, nous, changement climatique, on ne veut plus faire du gaz avec du blé d'Inde, on veut, ma gang du plateau, là. On veut faire autre chose, puis revenir à salopette puis à la fourche, là. Ça n'arrivera pas, mais il y a quand même, c'est un marché qui a été créé, en gros, de toutes pièces, tu sais. Eux autres, ils n'ont pas de gestion de l'offre. Comme tu sais, au Canada, on a une gestion de l'offre. Ouais. On a des quotas, on produit, voici, on pense la demande, fait qu'on va fournir en fonction de la demande qu'on a estimée. Là-bas, il n'y a pas de gestion de l'offre. Il y a un peu une gestion de la demande. Ils n'ont pas de quotas, il n'y a pas d'ici, mais ils ont généré un peu de toutes pièces un segment de l'industrie qui va consommer à peu près le tiers, 40% des fois, dépendamment des années, de ton marché est issu d'une décision politique. On va faire de l'éthanol, tu as un mandat, tu dois en utiliser, tu dois en produire. Et donc, tu vas aller chercher une grosse demande. Hein? Quand il y a un produit qui est en demande, le prix augmente un petit peu, on en fait plus, etc. Tout s'équilibre. Demain matin, tu enlèves l'éthanol, là. Tu as un petit problème. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec 100 millions d'acres de blé d'Inde? Tu ne feras pas ça, c'est sûr. Tu vas revenir à 70 millions d'acres, peut-être, tu ne vas pas en faire 100. C'est impossible. Okay. Quand il y a un marché qui est un peu créé de cette manière-là, d'une vision politique, il faut toujours être un peu suspect. Ouais. À un moment donné, le vent pourrait changer de bord. Ça va prendre du temps, mais il faut être quand même aux aguets de qu'est-ce qui pourrait se passer politiquement qui viendrait influencer mon bilan off-demande. Des fois, je regarde, ça sent quoi les changements climatiques? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme décision politique qui pourrait avoir un impact là-dessus? Et ça, c'est des impacts, je te parle, dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est pas demain matin. Je n'ai pas peur de l'éthanol, pas en tout. T'sais. Mais, donner un autre exemple, on parle de voitures électriques. Bon, OK. On ne voudra plus de voitures à essence. Moi, je ne vois pas le jour qu'on va se défaire de ça à 100%. Je pense qu'il y a une pensée utopique. Mais jouons le jeu. Si tu n'as plus de gasoline, tu n'as plus d'éthanol. Non, c'est ça. Fait que, le temps que ça arrive, on va voir, mais politiquement, ils ont dit, nous, on ne veut plus faire de genre, on ne veut plus vendre, on ne veut plus construire de chars à essence d'ici 2035. Bon, d'accord. Mais c'est politique, ça. Oui, c'est ça. Mais après ça, comme obliger le monde à s'acheter des chars électriques. De un, présentement, des chars électriques, c'est un trip de riche parce que je connais personne qui est pauvre qui a les moyens de s'en acheter un. Vrai. Puis une minoune électrique, mais on s'entend que probablement que tout est fini après puis que la batterie est due être changée. Fait que il n'y a pas plus les moyens de se griller de ça. Je le vois pas. J'ai pas l'expertise là-dedans, mais tu sais,
mon flair ou mon questionnement, disons ça, c'est quoi l'impact, tu sais, au final? Là, je veux vraiment pas regarder juste la petite ligne en haut. Là, moi, je regarde un bilan, je veux voir la petite ligne en bas. Je parle à quelqu'un, « Ah oui, j'ai fait 10 millions de ventes cette année. » Ah ouais, cool. Ça m'a coûté 11 millions. OK, fait que tu as perdu 1 million en... Ouais. OK, ben, ton chiffre en haut, il est vraiment cool, mais celui en bas, on n'en parle pas. T'sais. Fait que le bilan net, là, l'empreinte carbone, si tu veux, on vire tout le parc automobile, on fait du char électrique. OK. Partons, on joue le jeu. Et nous, le char électrique sans pétrole, il n'existe pas. Fait que, première des choses, là. Si on en utilise moins de pétrole, etc., on joue le jeu, je dis... Aujourd'hui, au Québec, ça va. On a de l'hydroélectricité. On a quand même une forme d'énergie beaucoup plus verte qu'ailleurs qui ont des centrales au charbon, au gaz naturel, au nucléaire, d'autres... Non, pas le nucléaire. Non? Nucléaire, là... Ah, c'est clean, hein, ça? C'est clean parce que t'as pas de CO2, t'as pas de... c'est ça. T'as raison, c'est vrai. Bref. Comment ça... L'impact environnemental d'aller extraire le nickel, le zinc, le lithium, tout ce qui est nécessaire pour faire ta batterie... C'est des industries qui sont quand même très polluantes quand même. Et là, tu vas recharger ton auto d'une centrale au charbon en Chine ou ailleurs. Et là, mais tu vas avoir cette super bonne conscience toi-même dans ton véhicule de conduire ça, mais tu as quand même pollué. Fait que, tu sais, l'impact au total, au net, là, tu sais, c'est quoi la différence? Je me suis toujours questionné. Tu sais, comme nous autres, ici, au Québec, c'est pas pire. Vu qu'on a l'hydroélectricité, on n'a pas un impact environnemental, mettons, bien négatif. Non. C'est un char électrique parce qu'on a on a le char électrique. On a l'hydroélectricité, je veux dire. Ça, c'est quand même pas pire. Mais sauf que ce que je commence à être vraiment écœuré, c'est faut tout le temps s'auto-flageller. C'est comme de quoi qu'il faudrait en faire plus. Tabarnak, on est déjà, je pense, une des places les plus clean, là, si ça boule. Là. Oui. Tu sais, à un moment donné, là, on aurait beau essayer d'en faire encore plus, là. Je ne sais pas, là, parce qu'on ne pourra pas décarboniser tout, là, non plus, là. Je suis d'accord. Puis c'est arrivé quand dans l'histoire que CO2 s'était rendu l'ennemi à abattre? Je pense que c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur année après année avec les... Parce qu'il reste que c'est quand même assez essentiel à la vie aussi, là. Oui. Oui. Pas de CO2, pas de plantes, là. Fait que, tu sais, à un moment donné... c'est un cycle de roulement. Tu sais que c'est comme tu produis de l'éthanol. Quand tu produis de l'éthanol, avec ta tonne de maïs, tu as un tiers éthanol, un tiers drèche, un tiers CO2. Ouais. Fait qu'oublie pas que tu fais cuire du pain, tes petites bulles, c'est du CO2. Tu sais, il y en a partout, là. Exact. Fait que tu sais, puis il y a bien des usines d'éthanol aux États-Unis où ils laissent aller le CO2 directement dans l'atmosphère. Greenfield, l'éthanol, ici, ils les récupèrent, ils le revendent à d'autres compagnies, mais il est juste retardé avant de retourner dans l'atmosphère. Alors, regarde à côté de toi, Simon, la soudeuse qui est là. La bonbonne bleue, là, c'est un mélange de argon et CO2. OK. Fait que Greenfield, mettons, le récupère, ils vendent à une compagnie à air liquide qui font un mix, il se retrouve, il est juste retardé avant de retourner dans l'atmosphère. Oui. Fait que, tu sais... Il y a un impact. Moi, je suis plus du côté... Oublie pas, on est un pays nordique. Oui. Faut chauffer l'hiver aussi. Absolument. Puis, on a des feuilles dans les arbres quelques mois dans l'année. Tu sais, c'est pas comme la forêt amazonienne qui est verte à l'année. Oui, non, pour... elle peut... c'est comme un poumon tout le temps, là. Tu sais, si on avait des feuilles dans les arbres à longueur d'année, ou que l'hiver, il y aurait une activité, ce serait quand même peut-être moins pire, mais tu sais... C'est ça le problème. Tu sais, même en agriculture, tu sèmes du blé d'Inde au mois de mai. Fait que, tu sais, mettons, au mois de juin, ça commence à pousser. Juillet à août, c'est là qu'il va pomper le plus de CO2 parce que là, elle est vraiment à sa pleine maturité. Puis après ça, au mois d'octobre, il commence à dessécher. Fait qu'il ne se passe plus grand-chose là. Tu sais. Mais l'arbre, c'est pareil. Parce qu'au mois de mai, il n'y a pas de feuilles. Au mois de juin, il commence à vraiment pousser. Puis au mois d'octobre, il tombe à terre. Au mois de septembre, il commence à changer de couleur. Il n'y a pas une grosse... Comme 3 mois dans l'année où on peut emmagasiner le carbone, si tu veux dire. Ouais, mais c'est ça. Puis la meilleure plante pour pomper du CO2, c'est le maïs. Okay. Quand il est vraiment à sa pleine maturité, là, à pompe. Quand il est en train de remplir son épi, c'est là qu'il va en pomper le plus. Tu as des images, mettons, c'est thermique ou
aux États-Unis, tu vois vraiment le Corn Belt là, quand le maïs est à son apogée. Là. Ouais. C'est vraiment rouge. Là, tu sais, ça... Ah, c'est spécial, ça. Oh, oui, Ouais. la chlorophylle, puis tout. Là, tu sais, Ouais. il en consomme de la chlorophylle là, à ce moment-là. Là. C'est cool, ça. Je trouve ça super. J'ai peut-être pas l'expertise agronomique puis faire des bilans de carbone. Je pense que ça va avoir un impact. Moi, je suis très... je veux pas me... Parce que présentement, tout est rendu là-dessus. Là. Oui. Et là, tabarnak, attends un peu. Là, tu sais, là, on est en train de peut-être faire n'importe quoi ou c'est tout du pelletage de nuages. Puis Oui. là, il faudrait que les fermes soient carboneutres, même des érablières. Qu'est-ce qu'il faut tabouiller ton eau? T'as pas le choix de la bouillir. La seule affaire que tu peux faire pour réduire ton temps de bouillage, c'est séparer l'eau. Fait que tout le Ouais. monde a des séparateurs. Fait que regarde, C'est vrai. tout le monde, tu sais. Ah, pas moi. Moi, je n'ai pas. Ouais, non. Non, mais. Moi, je suis très traité avec mon petit érablière. Là, c'est très artisanal. Très artisanal. Oui, très. Mais, tu sais, je veux dire, dans l'érablière, le monde ne met pas un séparateur pour améliorer leur bilan CO2. C'est pour sauver du bois, sauver de l'huile. Ouais. Tu sais, Sauver le coup de. ben, c'est ça, puis sauver du temps. Oui, effectivement, ben, c'est ça. Ouais, t'as Tout ce raison. que tu veux faire, c'est de sauver, t'améliorer ta qualité de vie. Ouais. Puis les autres sont l'autre bord. Ah non, ça va sauver du CO2. Non, t'as un peu. Là, sauver du CO2. Puis en plus de ça, devenir électrique, oui. Mais Chris, pas toutes les cabanes, tabarnak, sont sur le bord du chemin ou ceux qui sont capables d'avoir du 600 volts à cabane. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut que. Parce qu'une cabane, ça a tout été dans le bois. Ben oui. Hey, ça coûte cher amener l'électricité dans le bois. Là. Ah oui. Ah ouais. Parce que c'est pas une ligne, c'est une ligne privée. C'est là. Hydro qui va te charger tant du 100 mètres, puis c'est cher. Ouais, hein? si t'es sur le terrain privé, l'hydro t'amène au chemin. Au C'est chemin, tout. puis après ça, c'est ton problème. Mais si elle se rend pas au chemin, il faut que tu payes ce bout-là. Là. Oh. Ah oui, c'est vrai. Fait que non, c'est pas. Il y a un coût aussi en arrière de ça. Puis souvent à l'huile, ben c'est que t'as pas besoin d'aller bûcher, peut-être à l'huile. Le gars, il va vouloir en sauver de l'huile parce que là, elle rend du cher à tabarnak, le chauffage. Aujourd'hui, Là. oui, oui. Non, c'est carré comment ça vaut cher. Fait que là, C'est carré. c'est de resetuper le setup de panne, upgrader le séparateur, séparer un peu plus pour pouvoir ménager de l'huile. Ils font pas ça pour l'environnement, ils font ça pour leur poche, là, d'une certaine façon. Là. Souvent, l'intérêt est immédiat et personnel dans ta poche. Puis oui, l'environnement. Tu sais, quand tu changes ton véhicule, tu vas en avoir un plus économique. C'est pas pour l'environnement, c'est pour sauver du gaz. La plupart du temps, oui. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir avoir des. Qui sont intéressés, disons, à l'aspect environnemental. Je pense qu'il y a quand même une tendance là. Mais c'est vrai que la plus grande motivation, règle générale, c'est ton portefeuille. C'est ça. Ta qualité de vie, ton portefeuille, etc. Si je suis capable de sauver le tiers de mon ouvrage puis de mon temps, laisse-moi le faire. C'est ça. Tu sais, comme moi, j'ai acheté un plus gros pick-up. Pas parce que ça me tentait de brûler du gaz. Asti, ben, j'en ai de besoin. Non, mais des fois, il faut juste aussi arrêter Puis en de plus, s'excuser oublie pas, d'exister. tu sais, à un moment Il est donné. neuf. Ouais. Fait qu'il brûle ses gaz bien mieux qu'un vieux pick-up de 15 ans. Je suis convaincu, mais tu as raison. Ça, la technologie a beaucoup évolué, je Oh, pense, oui. pour ça. Là, la consommation. Puis les Ben là, émissions. tu sais, il y en a qui capotent. Ouais. Là. Il y a trop de SUV dans le chemin. Ouais, mais avec la technologie, ils brûlent ces gaz bien mieux. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont des normes environnementales à atteindre. Ce que tu n'avais pas, mettons, v'là 20 ans, ben pas les mêmes normes v'là 20 ans. Fait que les chars polluent bien moins. Ouais. Puis, Ah oui. s'il sort rien que du CO2 au bout, c'est encore bien mieux que de n'importe quelle autre cochonnerie. Fait que, tu sais, un dans l'autre, on n'a pas eu le choix. Tu sais, si le gaz, Ouais. mettons, il est mieux raffiné, tu sais, n'importe quoi, là. Là, tu sais, c'est sûr que là, il parle de protoxyde d'azote. Il parle aussi de monoxyde d'azote, dioxyde d'azote. Mais oublie pas que tu en respires 78 tous les fois quand tu prends une puff, là. Fait que y a de l'azote dans l'air, c'est sûr qu'elle va se transformer. Puis elle va se retransformer un autre jour, tu sais. Ouais. Il n'y a rien ne se perd, rien ne se crée, il n'y a Tout que se de la transforme. transformation. Les cours de chimie. ça. Hey, c'est quand même pas pire à parler de bourse puis se retrouver avec ça. T'es-tu rendu à la bourse du carbone que c'est? Non, elle Ah existe, non, parce que mais tu je peux sais pas le toucher, le carbone. Non, c'est plate, ça. C'est ça, c'est dole. Non, ben, Ouais. parce que t'as une petite cabane à sucre que tu t'amuses. Ouais. C'est-tu sur la terre de ton grand-père, ça? Non, c'est chez nous. C'est chez vous? Ouais. OK, Oui. parce que t'as acheté un petit pied. Ouais. OK. Exactement. Le grand-père, il vient là. Il vient corder du bois, il vient se bercer. Parce que pour ceux qui belle sont fun. abonnés à la lettre de RGO, que t'écris... Souvent, il y a toi, puis t'en as un Ouais. autre, un de tes collègues qui écrit. Ouais. Mais souvent, quand c'est Simon,
il y a tout le temps un petit aparté. Ouais. Simon, il est drôle là-dedans. Des fois. Fait que, il raconte des... C'est un raconteur. Je pense que ça fait 1h30 qu'on se parle ensemble. Là, je pense que vous l'avez vu. Bien, sur papier aussi, il en raconte. Puis des fois, il parle de son grand-père. Puis c'est drôle. C'est le fun à suivre. Là. Les histoires de grand-père. Puis, Les grands-pères, écoute, c'est une caricature. Tu l'imagines, c'est papa dans Petite Vie. Lui, il mange à 5 heures. Puis si il est 5h05, il est au quart de tour comme une université. Il est au quart de tour, c'est écœurant. Il n'aurait pas été bien en Suède. Non, lui, il a besoin de son horaire. À 4h30, à 5h, fait ses jobs. Puis si le souper n'est pas servi, là, elle se dépêche. Puis moi, j'ai des cœurs. Là, j'ai interdit de manger avant 5h. J'ai dit, ça suffit, là. Que c'était pas un CHSLD ici, là. 5h, c'était pas avant, là. Puis là, il bougonnait. Bougonne comme tu veux, là. Mais je suis vraiment content de l'avoir. Pour vrai, là. C'est des moments. C'est le père à ta mère? Ouais. OK, c'est beau. Ah ouais, je suis vraiment, tu sais, c'est grand-père. Il est droit comme une barre. Ouais, t'en parles souvent, t'inspires beaucoup, là, ton grand-père. Ouais, beaucoup. Non, c'est le fun. Hey, puis, dernière petite affaire. Ouais. C'est rendu, tu sais, un beau bonhomme comme que t'es. Bof. On te voit de temps en temps à la télévision. C'est vrai. Avec Pierre-Olivier Zappa. Ouais. C'est un petit peu comment ça s'appelle déjà son petit segment. Là, À vos affaires. À vos affaires. Ouais. Fait que là, tu vas parler de taux d'intérêt, des commodités, des affaires de même, là, avec de bourse, principalement avec PO. Oui, c'est vraiment le fun. En fait, comment c'est venu? Mais tu sais, j'écris ou je parle, je fais des conférences. Tu sais, je suis quand même... J'aime ça m'impliquer. Puis... ouais, j'aime ça m'impliquer puis redonner, tu sais, côté information, puis j'aime ça compter des histoires. Je trouve que c'est plus facile que de parler, tu sais, de l'exprimer puis de le vulgariser puis de parler quelque chose qui peut être essentiellement plate. Tu sais, sérieux, on peut-tu parler du PIB? C'est plate en crise. Oh, oui. Le produit intérieur brut est à 2,3 cette année. Okay, on s'en fout. Là, on s'entend que ça dit à peu près rien pour 99% du monde, là. Possiblement, mais c'est quelque chose qui est plate, mais qui a un gros impact. Mais il faut le compte. Moi, il faut que je le ficelle. Il faut que je le compte dans une manière pour que ça soit un petit peu plus intéressant parce que c'est important, mais c'est pas intéressant nécessairement. J'aime ça aussi, puis de le faire. Puis, moi, j'étais TQ, là, primaire, secondaire, là, faire un exposé oral, là, je voulais mourir. Je voulais mourir, j'haïssais ça, je voulais pas, je chialais, je veux pas le faire. Mais c'est parce que je pense que c'est des choses qui m'intéressaient pas. Tu sais, aller parler, tu as fait une recherche sur le guépard, là, puis là, il faut aller en avant de la classe, là, puis parler du guépard, qu'est-ce que ça mange, puis ça court à quel... Mais je m'en foutais, puis là, je stressais, puis j'étais pas passionné par ça, tandis que là, aujourd'hui, je vois à la télé, c'est en direct, là, c'est pas quelque chose que je me suis moffé, on va reprendre la shot. Non. Tu dis une niaiserie live en ondes. On repart pas les shots. Là. Fait que un élément un petit peu plus stressant. Puis je parle de quelque chose que j'aime. Je fais ça, je suis un petit peu comme du côté passionné. T'es un peu un poisson dans l'eau en même temps là, de ce que tu parles. Oui. Fait que c'est venu en faisant des conférences. Puis à un moment donné, il y a un journaliste qui peut être de la terre de chez nous, de bulletins, etc. Puis là, tu parles. Puis à un moment donné, tu as quelqu'un qui a fait une recherche à TVA, disant, mais un peu, il y a un segment sur les engrais ou le bois d'œuvre. Puis là, ton nom, il ressort. Puis là, tu te fais contacter par un journaliste. Puis là, il te pose 3-4 questions. Il dit, on va écrire un article, un dossier dans la presse en fin de semaine. On parle du bois d'œuvre, tout ça. Puis là, à un moment donné, c'est parce que je pense que tu viens rentrer dans ce système-là où tu es un peu une référence, collaborateur, expert. Puis là, serais-tu ouvert à venir en parler en ondes avec moi? Puis je suis oui, je disais comme... Fait que d'habitude, c'est assez dernière minute parce que l'actualité financière, c'est tout de suite. Là, c'est quelque chose qui se passerait pas en podcast comme que je fais. Parce que ça change tellement vite que si tu écoutes le podcast, mettons, que tu parles de finances, dans la semaine d'après, tout a changé. Ton podcast est même plus bon. Ça se peut, oui. Fait que moi, c'est pour ça que j'essaie de faire de l'intemporel. Pour ça que je voulais pas que tu viennes ici pour nous parler des trucs de bourse, de faire de même, tu sais. Oui, je comprends. Fait que c'est ça. La TV, c'est du temporel. Tu l'écoutes dans temporel. 2 semaines. Ça n'a plus rapport. Ça n'a plus rapport. Anyway, tu l'écoutes là. Tu réécoutes pas des nouvelles. Non.
Fait que... c'est jetable. C'est ça, c'est un usage unique, c'est jetable. C'est ça, exact. Bing, demain, on repart. Fait que, tu sais, souvent, je le sais pas, je vais être dans ma journée de travail, je fais mes choses, boum, mon téléphone sonne. Hey, salut, c'est PO ou c'est un autre dans une autre émission ou c'est la radio, c'est un journaliste. As-tu 2 minutes pour moi ou on va être en ondes? OK, à quelle heure? Radio? OK, oui, c'est correct. Puis dans le fond, ce que je vais savoir, c'est que je vais être en ondes à telle heure avec tel animateur, recherchiste, journaliste sur le téléjournal. Là, t'es-tu juste à TVA présentement? Ou tu fais... pas mal. OK, avec dirais, PO, Pierre-Olivier Zappa. Ouais, là. exactement. OK. Donc, tu sais le sujet. On va parler d'inflation. On va parler de ça. Puis, tu sais, Pierre-Olivier, là, il est vraiment bon. J'aime ça travailler avec, collaborer. Il connaît ses sujets, il s'exprime bien. Fait que c'est lui qui, tu sais, il lead. Il dit, on va parler de là, on s'en va là, je fais ça. Je vais peut-être faire un lien avec mon prochain segment. Ça dure 3, 4, 5 minutes. On essaie de condenser, de ne pas être trop technique. Parce que, tu sais, faut que le monde comprenne en même temps. Faut que le monde comprenne sans être trop être simplet. C'est comme moi et Alexandre Couture, on avait composé un texte qui parlait justement des émanations de protoxyde d'azote, ce que le fédéral veut essayer de réglementer un peu plus. Puis on avait envoyé le texte à la presse. Okay. La presse l'a refusé parce qu'il le trouvait trop technique. OK. Bon, c'est... Tu sais, fait que... Puis je l'ai envoyé au Devoir, puis le Devoir l'a publié tout de suite. Bon. Je comprends pas, là, mais en tout cas, okay. t'es correct pour le Devoir. Mais tu sais, il faut que, comme t'expliques, faut que tu sois technique, mais en même temps vulgarisé pour que tout le monde comprenne. Là. Ouais. C'est pour ça que moi, quand content des histoires, on est capable. Moi, c'est mon objectif. Des fois, ça marche mieux que d'autres. Des fois, ça marche pas partout. Puis je pars dans une bulle. C'est comme, qu'est-ce qu'il raconte, Brière? Ça marche pas, son affaire. Ah, ouais. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis là, ben, t'en fais une, t'en fais deux. Puis à un moment donné, on dirait que ton nom circule. Puis tu deviens une forme de collaborateur. Puis moi, je trouve ça super le fun. Ça me motive. Ça donne une forme quand même de reconnaissance que tu as développé des compétences dans un domaine, puis quand quelqu'un a une question, ben, il vient te voir. Je trouve ça le fun. Oui. Ouais. Parce qu'à la base, moi, c'est ça. Moi, je voulais juste redonner. Ben, on va pas se vanter là, d'un grand altruisme. Je fais ça pour les autres. Non, ça fait partie de ma job, mais ce côté-là de ma job m'a toujours trouvé ça le fun. D'aller conter des histoires, de donner de l'information, d'informer, puis d'aller partout. Sillonner le Québec. Des fois, c'est des grandes salles de conférences, dans des théâtres. Il va y avoir 2000 personnes qui t'écoutent conter des histoires. Des fois, c'est une cabane à sucre avec 4 personnes. T'as les deux. Tu sais jamais, mais je trouve ça le fun dans tous les cas. Parce que tu étais déjà venu chez nous, ça fait une couple d'années de ça, pour nous parler un peu comme tu cherchais des clients, mettons, on pourrait dire, comme la prospection. On était juste 3. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Puis tu étais venu une fois, je t'avais pas vu, ben, j'y ai jamais été, en fait, là. Le rendez-vous végétal. Tu avais pris un selfie, puis là, la salle était pleine. Il y avait pas mal de monde. Là. Oui, c'était impressionnant. Je trouve ça le fun. Parce je pense que cette fois-là, en plus, ça avait été contacté à la dernière seconde. Ça se peut-tu? Oui, absolument. Parce qu'il y avait un conférencier, finalement, qui n'a pas pu être là. Puis je pense que tu avais été appelé, puis OK, go, traverse le pont, puis on est rendu. C'était pas bien loin. Non, partir de Montréal, c'était au 10-30. C'était au 10-30, ben oui, c'est ça. Au bord du pont, c'était pas super compliqué. Je te montre une présentation PowerPoint, bingo, on va jaser devant la salle. Mais tu sais, c'est toutes des choses que je connais. J'invente rien, j'ai pas besoin d'un... Oui, il y a quand même une grande préparation. C'est pas... Ben, ça se fait pas en 5 secondes de monter un PowerPoint non plus. Là. Non, mais quand tu sais la direction que tu t'en vas, tu as déjà un plan et une structure, la majeure partie du travail se fait là. Même dans mes relations d'affaires, je commence toujours par « fais ton plan ». C'est quoi ton plan? Parce qu'à un moment donné, là, ça fait 15 ans. Là, la plus grande difficulté au niveau là, de toutes mes des conférences des gens, c'est prendre des décisions. Les gens, pour quel phénomène, prendre une décision, je te le jure, c'est pas tout le monde qui est capable. C'est très difficile. Finalement, tu n'apprends pas, mais pas prendre de décision, c'est aussi prendre une décision. Ouais. Ne rien faire, c'est que puis à un moment donné, tu deviens un peu impuissant. Tu as décidé de rien faire? Tu as décidé de rien faire. Fait que, à un moment donné, tu te dis, mais là, tu te ramasses dans une situation, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Oui, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, tu sais, ta prise de décision, disons, ton insouciance au début, à un moment donné, elle va se convertir en impuissance. À un moment donné, t'es à côté, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je n'ai plus de solution. Mais c'est ça. C'est facile quand t'as pas de choix. T'en as juste un. Oh, t'es à côté. Fait que prendre des décisions, c'est vraiment pas de dire. C'est pas pour tout le monde. Et ce qui aide le plus, cette prise de décision-là, c'est d'avoir un plan. Écris ton plan, suis-le, exécute-le. C'est comme un peu une recette de Ricardo. OK? Ah, je t'ai posé, c'était une citation du Joker dans le Chevalier Noir, là, mais vas-y. Oui, vas-y donc. Quand il était, il était à l'hôpital. Quand il était à l'hôpital avec Harvey Dent. Là. OK. T'sais, si je dis à tout le monde que l'hôpital va exploser, il n'y a pas de panique parce que ça fait partie du plan. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de plan. J'ai des trucs. Ben, ça peut être le fun quand tu es en vacances pour avoir de plan pour faire ce que tu veux, mais quand tu gères une business, d'avoir un plan, je pense que c'est un minimum. T'sais. Puis comme avec Jean-Philippe Boucher, que je crois que tu connais. Oui. Jean-Philippe, oui. Le plan de commercialisation aussi. Oui. Tu sais, il y avait faire des plans, comme tu es en train de dire. C'est hyper important. Puis, ça n'a pas besoin d'être aussi le plan le plus développé, détaillé. Parce que de toute façon, tu peux même avoir un plan. Dans un combat de boxe, tu as un plan, mais tu en manges un sur le pif. Là, ton plan est un peu. Là, mon plan est wow, t'es shaké. Mais juste d'avoir un plan, pour moi, c'est la base. Oui. Comme moi, j'ai un plan de culture. Oui. Il est fait jusqu'en 2028. Tu sais, on est en 2022. Ouais. En 2028, je sais pas mal où ce que je m'enligne. Ben, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, tu as déjà fait cette réflexion-là. Tu sais où tu t'en vas. Il te reste à l'exécuter. Comme je disais, une recette de Ricardo, disons. Si tu sais lire, tu sais cuisiner. M'en fous. Tu sais lire, tu sais cuisiner. Ça veut dire faire chauffer le four à... c'est bon. À partir le four, on va le mettre à 350. Je sais lire, on va suivre les recettes. Ah oui. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, hey, j'ai fait tout ça, mais si je t'avais pas donné la recette, si je t'avais pas donné les étapes, j'aurais dit, regarde le beau gâteau, j'ai fait, comment t'as fait ça? Ben, je sais pas, moi, j'ai lu, j'ai suivi les étapes. T'as suivi un plan? J'ai suivi un plan. Fait que, tu sais, faire un plan, c'est plate, par exemple. C'est moins le fun que de jouer avec ses mains, puis faire des affaires, puis faire du bureau. Mais moi aussi, même dans ma vie, faire mon propre bureau, un gars de bureau, il haït faire son bureau. OK? Fait que c'est pas tout le monde haït ça, faire du bureau puis du papier. Moi, j'aime même pas ça. Fait que je le fais pour les autres, mais comme des fois, un cordonnier mal chaussé. J'ai des papiers qui traînent sur le bureau, moi aussi, puis je les regarde en me disant... Puis j'ai du linge à la chaise qui n'est pas plié. Puis je suis pas... Je suis average Joe là-dessus. OK. Ouais. Good. Écoute, Simon, je te remercie énormément. Bon, j'ai profité de toi parce que tu t'en vas faire une conférence à Drummondville qui n'est pas bien loin de chez nous. J'ai profité de l'occasion pour que tu viennes enregistrer un podcast. Écoute... T'as de la jasette, c'est épouvantable, je te connaissais, mais là, on dirait que j'ai appris beaucoup de choses sur toi. Là, l'histoire de la Suède, entre autres, là, c'était vraiment assez capotant. On a fait un bon segment là-dessus. C'est vrai. Puis, je te remercie énormément de t'être déplacé, d'être venu faire enregistrer le podcast. Puis, j'espère que tout le monde, vous allez apprécier tout le contenu que Simon nous a laissé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Yes. Puis vous tous, je vous dis à la prochaine. Partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Et puis, à la prochaine tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.